C'est l'élection présidentielle, mais sommes-nous vraiment libres de nos choix, de voter pour qui bon nous semble? Et nos valeurs sont-elles vraiment les nôtres? Et notre identité, d'où sort-elle? Et notre vision du monde est-elle la seule, l'unique? Ne pourrait-on pas en changer? Et nos paysages sont-ils authentiques? Et l'art contemporain, est-ce que c'est vraiment l'art d'aujourd'hui? Pour répondre à toutes ces questions que personne ne pense à se poser, mais on a bien tort, j'ai invité ce soir François De Smet, Fatou Diom, Nathalie Hennick, Alessandro Pignocchi et François Le Tourneux. On se retrouve dans un instant. Bonsoir François De Smet, vous êtes belge, vous êtes philosophe, vous êtes le premier invité de l'émission de ce soir parce que vous êtes l'auteur de Lost Ego, un essai sur le libre arbitre qui pour vous est une fiction et une fiction moderne. On va voter en France dans 3 semaines. Est-ce que nous sommes libres et responsables de nos choix? Libre arbitre, c'est une fiction moderne mais nécessaire, et notamment dans le cadre des élections. Et c'est une excellente question parce qu'on se la pose jamais. On fait comme si, parce que ça fait partie du jeu et de la fiction, notamment celui des sondages, on fait comme si chacun était complètement libre à 100% de ses choix, qu'il n'y avait pas de background, qu'il n'y avait pas de calcul. Et c'est fou de voir comment, dans tous les pays démocratiques, les sondages ont pris une valeur extraordinaire. Parce qu'elle permet non seulement, enfin ça devient des faits politiques, puisque c'est à cause des sondages que des candidats se déclarent parce qu'ils sont populaires, vont en rejoindre d'autres parce qu'ils voient qu'ils ont l'impression que la course est finie. Et en même temps, il y a un procès des sondages en termes de prophéties réalisatrices. Et en même temps, on ne pourrait pas s'en passer. Si on faisait l'expérience de se passer des sondages, imaginons qu'on les interdise en France ou dans d'autres pays 3 mois avant les élections. Alors là, tout le monde aurait l'impression d'être en haute mer, oui, sans vue. Les commentateurs, les politiques... Et les électeurs. On ne saurait plus qui voter si voilà, ça se trouve, parce que... En fait, dans un vote, il y a tellement de choses différentes qui interviennent. La démocratie, c'est le fait que tout le monde a le même poids. C'est-à-dire que la personne qui va se décider dans l'isoloir ou le docteur en sciences politiques qui va avoir maturé son vote et qui va avoir regardé tous les programmes, leur vote va avoir le même poids. Et c'est nécessaire, on ne peut pas évidemment faire sans. Mais la vérité, c'est que la liberté de conviction, c'est aussi le droit de ne pas avoir de conviction, le droit de changer d'avis. Et que, moi, je crois que dans les sondages ou même dans les élections, beaucoup de gens se décident sur le coup. Si vous faites l'expérience d'aller faire un sondage, disons, sur le gaz de schiste, êtes-vous pour ou contre? La plupart des gens n'ont pas d'opinion arrêtée. Mais ils vont se créer, si je vais faire l'enquête dans la rue, ils vont se créer une conviction au moment même où vous posez la question. Mais chez vous, vous allez encore plus loin dans Lost Ego. Nous, en France, on est cartésiens, on pense comme Descartes, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Je n'est pas vraiment libre, d'après vous? Alors, à Descartes, on pourrait opposer Nietzsche. Nietzsche disait, on ne devrait même pas dire « je pense », on devrait dire « ça pense », parce que je ne suis même pas responsable des idées qui me viennent. En fait, ce qui arrive avec Descartes, et ce qui est devenu une norme culturelle et positive, hein, c'est pas parce qu'on critique quelque chose ou qu'on en montre les ressorts que c'est mauvais, mais la subjectivité cartésienne sur laquelle tout notre système est basé, notre système de droit, notre système politique et même notre système psychologique, c'est l'idée qu'en effet, il faut considérer qu'on est tous détenteurs d'une volonté, d'un libre arbitre. Et en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Les pensées ne nous arrivent pas quand nous le voulons. Les convictions que nous avons viennent en grande partie de notre éducation, de la manière dont on a été formaté, en partie aussi de nos gènes. C'est pas compliqué. Par exemple, 90% des gens sur cette planète ont une religion, et la plupart ont la même religion que celle de leurs parents. Donc, si on essaie avec un libre arbitre total, ça se passerait pas comme ça. Nous reproduisons ce que nous connaissons. Et c'est comme ça, sans doute, moi je crois que c'est une compétence qui est apparue dans l'évolution et qui nous a servi à survivre. Ah oui, vous pensez qu'on survit mieux en pensant comme le groupe, en étant conforme et conformiste? Hélas, oui, et c'est ça tout le drame de la modernité. C'est qu'à la fois, il faut lire Richard Dawkins par exemple. Lui, il pense qu'il y a une sorte de gène de la soumission. Il pense que les anciens, quand ils enguirlandaient leurs enfants qui allaient se promener trop près de la falaise ou qui allaient manger des fruits un peu bizarres, ceux qui n'ont pas obéi, ceux qui sont morts en tombant de la falaise, ils n'ont pas transmis leur gène. Et il suggère
Pour ces raisons-là, et aussi parce que les groupes les mieux hiérarchisés ont été plus aptes à se défendre contre les prédateurs naturels ou contre les autres hommes, ils pensent, et je suis assez d'accord avec lui, qu'on a une nature d'être plutôt soumis ou dominateur, parce que si tout le monde était dominateur, ce serait la guerre civile en permanence. Je crois que c'est vrai, mais que nous avons construit à côté de ça, et Descartes y est pour beaucoup, une culture de liberté et d'égalité. Et moi, je crois que c'est la tension entre notre nature plutôt conforme et notre culture d'être libre qui fait la fortune des psychanalystes. Notre véritable nature humaine serait donc non pas de prendre des décisions par nous-mêmes, mais de nous soumettre à la volonté du groupe. Néanmoins, il y a des exceptions et on se vit tous comme des exceptions. Il y a une photo que j'aimerais vous montrer. Elle a été prise en Allemagne nazie en 1936. Il y a un rassemblement qui est là, on le voit. Tout le monde tend la main, fait le salut nazi. Tous, sauf un. On va le voir apparaître. Il garde les bras croisés. Vous connaissez cette photo, elle est assez célèbre. Comment l'expliquez-vous? Comment a-t-il fait, lui, pour ne pas se soumettre au poids du groupe? Alors, vous avez raison de souligner qu'en fait, on voudrait tous pouvoir se dire qu'on serait évidemment à la place de cet homme et pas à la place des centaines d'autres qui l'entourent. Et la vérité, c'est que c'est une réflexion qu'on peut se faire là, comme ça, en philosophant en salon ou sur un plateau de télé. Mais quand vous êtes dans la situation, tout change. C'est ça que montrent, par exemple, les expériences célèbres de Milgram sur les chocs électriques ou de son maître, Solomon Asch, qui ont testé, juste après la guerre, et c'est pas un hasard, parce que c'était la réflexion de tester le conformisme de groupe. Est-ce que Hannah Arendt et sa banalité du mal ont raison? On voudrait tous se dire qu'on est rebelle. La vérité, c'est que dans l'événement, tout change. Si vous êtes dans le métro et tout à coup, quelqu'un se fait agresser devant vous. En fait, tout le monde espère d'abord ne pas être là. Il y a d'abord un phénomène genre je ne suis pas là et je n'ai pas à intervenir et je vais même nier les signes d'appel à l'aide. Et vous avez quelques rebelles pour qui... Alors, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question, comme les résistants le disaient dans le temps, on ne pouvait pas faire autrement, on n'a pas réfléchi? Il se trouve que certaines personnes, en effet, se disent c'est impossible, il faut réagir. Mais tant que l'événement ne vous met pas à l'épreuve, et quelque part on ne peut pas souhaiter que ce soit le cas, vous ne pouvez pas promettre que vous serez à la place du type qui croise les bras. Alors là, je reviens à ces élections qui approchent en France. On a tendance à valoriser ceux qui savent pour qui ils vont voter, au détriment de ceux qui hésitent encore. Cela, on les méprise un peu, les sans opinion. Vous voyez, on trouve que ça fait pas très très sérieux. Ceux qui savent pour qui voter, en revanche, on se dit bon, eux, ils ont des valeurs, ils ont des convictions fortes. Presque vous nous dites, en fait, ils votent comme leurs parents et c'est leur milieu, leur éducation qui, pour grande partie, détermine ce vote depuis très très longtemps, au fond. Ceux qui ne sont sans opinion, ceux qui hésitent encore, au fond, dans votre tournure d'esprit, je crois comprendre que ce sont eux qu'on devrait valoriser. Oui. Regardez un débat télé entre politiques. Il y en a souvent, j'ai cru comprendre pour l'instant chez vous. Moi, je rêverais qu'un jour, un débattant politique dise à son opposant « Eh bien, vous m'avez convaincu. Votre argument me satisfait. » Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que tous ces gens-là ne sont évidemment pas là pour se convaincre. Ils sont là pour lancer des punchlines. Ils sont là pour incarner une image de force et de consistance. Et ça, c'est le paradoxe. C'est qu'à la fois, nous savons que l'intelligence, c'est le doute, c'est la remise en question. C'est le fait de pouvoir être convaincu. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher, et la politique n'est qu'un des schémas modernes qui le montrent, on ne peut pas s'empêcher d'aimer le rapport de force. Est-ce qu'au fond, c'est la même chose quand on commande au restaurant ? Quand on commande au restaurant, alors ça dépend des caractères. Vous avez des gens qui vont commander toujours les mêmes plats et qui ne sont pas du tout aventureux. Et vous avez des gens qui explorent, surtout s'ils ont reçu le goût de tenter des choses quand ils étaient petits, qu'on leur a fait manger du poisson, même s'ils n'aiment pas ce qui était mon cas, et qu'on peut se forger des goûts. Et donc c'est différent. Ce que les neuroscientifiques nous apprennent, et il faut être prudent parce que ça change tous les jours. Mais en gros, il n'y a pas un corps et un esprit. Il y a des neurones et tout est question de connexion. Il faut pas voir le problème de Descartes, c'est qu'à son corps défendant, si j'ose dire, depuis lui, on a l'impression qu'il y a un dualisme entre le corps et l'esprit. Alors qu'en fait, notre corps et notre cerveau sont deux réalités complètement interconnectées. Quand nous prenons une décision, par exemple, c'est notre corps, une boule au ventre, qui anticipe qu'est-ce que je vais ressentir si je prends telle ou telle décision, et qui forge en grande partie la décision. Et en fait, si je commande un plat au restaurant, eh ben, j'imagine, je sais pas, une fondue au fromage, c'est déjà le goût qui va me venir et qui va m'inciter, mon cerveau va lister les goûts, et selon ce que j'ai envie de manger à ce moment-là, va faire un choix, et va me convaincre que c'est ma conscience qui l'a fait, et va même produire quelque chose que nous, on appelle conscience par modernisme, et qui me convainc que je suis à l'origine complète de mes choix. Vous voulez dire que notre cerveau nous ment? Notre cerveau
affabule. Ça a été prouvé. Le professeur Gazzanizza, que je cite aussi dans mon livre, a fait des expériences sur des gens qui ont les deux hémisphères du cerveau coupés parce qu'il les soigne contre l'épilepsie. Et il a pu démontrer quelque chose que je trouve fabuleux. Vous avez en gros, hein, c'est schématiquement dit, et vous avez une part de cerveau plutôt droit qui analyse, qui est très rationnel, et vous avez une part de cerveau gauche, parce qu'on montre au cerveau et aux deux yeux différents des images différentes. Notre cerveau, l'hémisphère gauche, affabule, nous raconte, si possible, si nécessaire, n'importe quoi, pour mettre ensemble les éléments. Et c'est la conclusion du livre. Je crois très fort que le récit, le roman, la raison pour laquelle nous sommes amoureux d'Odyssée jusqu'à Hollywood, de toutes les formes de récits possibles et imaginables, ça vient du fait que le récit n'est pas seulement une manière de décrire le monde, c'est la manière dont nous sommes au monde. Si on ne se connaît pas et qu'on se présente, a priori, vous allez raconter votre biographie, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Vous n'allez pas dire directement que vous êtes du groupe A positif ou que vous aimez les haricots. Vous allez raconter une histoire. Nous parlons d'histoire d'amour ou d'histoire professionnelle. Justement, à propos d'amour, si le libre arbitre n'existe pas, pourquoi tombons-nous amoureux de celle-ci plutôt que de l'autre à côté? Ah, il y a des grands spécialistes, des grands philosophes de l'amour qui pourraient vous répondre mieux que moi, mais je crois que c'est un mélange entre nos propres manques, on croit que l'autre va pouvoir compenser, et aussi, je crois qu'on tombe amoureux dès qu'on effleure la perte de contrôle. Dès qu'on a l'impression que là, on a quelqu'un qui nous ouvre des horizons, qui nous sublime, et qui nous dépasse dans quelque chose. Moi, je crois qu'il y a toujours un peu d'admiration dans. Et après, on se raconte des histoires. Et après, on se raconte des histoires. Et parfois, quand les histoires, parfois, on peut nouer une histoire avec l'autre. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez plus depuis longtemps, par exemple, et que vous êtes très heureux de le revoir et que vous racontez un souvenir avec lui qui vous tient à cœur, vous avez peut-être déjà eu cette expérience. Parfois, lui, s'en souvient pas. Ou ça l'a pas marqué de la même manière. C'est une expérience courante et un peu cruelle parce qu'elle montre que dès le moment où un événement s'est produit, nous le réinterprétons et nous le remémorons, même une seconde après, déjà différemment de la manière dont il est arrivé. Parce que ce que notre mémoire enregistre, c'est pas un fichier MP4, c'est les émotions qui vont avec, et tout ça se retransforme tout de suite. Si je vous ai bien compris, François de Speth, tout ce que vous nous décrivez, au fond, a été forgé par l'évolution, et dans un seul but, dites-vous, c'est de nous simplifier la vie. Oui, parce que... Ce serait trop compliqué, en fait, de prendre des décisions tout le temps. On deviendrait fou. En fait, nous avons un cerveau fait à la fois pour générer des automatismes. Si vous tombez une année avec un guépard, vous n'allez pas vous mettre à réfléchir, sinon vous êtes mort. Et à la fois, nous avons aussi un cerveau fait pour anticiper. Oui, je crois qu'il est arrivé par le biais de l'évolution parce qu'on a besoin d'un sas entre deux chaos. Notre cerveau, c'est ça. Le chaos extérieur, où on a une quantité incroyable d'informations qui sont en fait ingérables, si vous les prenez en totalité, et le chaos de l'intérieur de nos propres méninges. Et notre cerveau, il modélise, il classe, et il nous fait croire que tout ceci ait un sens, ce qui a deux conséquences intéressantes. C'est d'une part que ça crée la science, puisqu'on cherche des hypothèses à vérifier, parce que nous sommes en fait drogués à la causalité. On veut absolument mettre des chaînes de cause à effet dans tout, même là où il n'y en a pas. Mais du coup, on crée des sciences pour vérifier qu'il y a tout de même des choses qui marchent. Et puis, nous créons les religions. C'est-à-dire que nous valorisons notre impuissance par rapport au chaos en lui donnant une cause explicative qui nous valorise. Hein. Comme par hasard, on croit toujours dans des dieux qui nous ont créés, pas dans des dieux qui nous auraient... et qui nous ressemblent. Et qui nous ressemblent, pas dans des dieux qui nous auraient un peu jetés comme ça, sans le faire exprès. François de Speth, vous restez avec nous. On va maintenant recevoir Fatou Diom. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une expérience à laquelle se sont livrés des Japonais avec 100 métronomes. 100 métronomes totalement désynchronisés. Soyez très attentifs, vous allez voir ce que ça fait. 100 métronomes qui partent normalement dans tous les sens, comme nous tous. Et en fait, en très très peu de temps, vous allez voir ce qui leur arrive. Vous l'imaginez bien ? Ils se synchronisent. Évidemment, ça s'appelle le conformisme, d'après vous.
Bonsoir Fatou Diom, vous publiez un nouveau livre intitulé Marianne porte plainte. C'est un pamphlet contre les identitaires, de droite comme de gauche. Vous écrivez « La France mérite qu'on l'aime telle qu'elle est, pas telle que les identitaires la voudraient ». Bonsoir. Oui, parce que les identitaires font une sélection dans l'histoire. Donc ce n'est pas une présentation de la France telle qu'elle est, mais telle qu'ils la voudraient. Avec une sélection, avec des catégories, alors que la France qui m'a accueillie, c'est une France qui a ouvert les bras et j'y ai trouvé des gens différents et j'ai appris à les découvrir. J'espère qu'ils ont appris aussi à me découvrir. Vous dites d'ailleurs que les Français n'ont pas choisi d'être Français, ils sont nés ici. Vous avez véritablement choisi d'être Français. Oui, je dis le poussin éclot dans son poulailler et se moque de savoir à qui il doit son toit. Et donc, il est juste là, il n'a rien fait pour cela. On est né là où on est par hasard. Donc là, on pense à Maxime Le Forestier avec sa chanson « Né quelque part ». Et moi, j'ai demandé la nationalité française. J'ai pris l'avion, comme je dis, il aurait pu se cracher, mais il est arrivé à destination, donc c'est déjà un risque. Et puis, j'ai demandé officiellement à avoir ma nationalité française. J'ai attendu 8 années durant, donc, et j'ai dit le saut d'obstacle qu'on exigeait de moi aurait pu briser les jambes d'une jument. Et de la même manière, vous n'avez pas totalement choisi la France par hasard non plus. Vous avez parmi vos ancêtres des ancêtres qui se sont battus et d'autres qui sont morts pour la France. Oui, on va dire que la musicalité de cette langue française est venue me trouver sous mes cocotiers à Niodior, dans les îles du Saloum, exactement entre Banjul et Dakar, donc très très loin au Sénégal, de l'Hexagone. Donc, hein. Oui, au Sénégal. Et ma grand-mère m'a toujours parlé de son oncle qui est rentré médaillé de ce qu'elle appelait la première guerre des Blancs. Donc, c'était la Première Guerre mondiale, 14-18. Et ensuite, il y a eu l'oncle de mon papa qui s'est battu aussi pour la Deuxième Guerre mondiale, Aliou Diom. Donc, il a eu toujours 2 fusils. Il disait qu'un homme doit toujours avoir 2 fusils. Si jamais la guerre revenait, parce que lui, il a suivi De Gaulle pour la guerre. Et beaucoup d'autres personnes de ma famille, de mon clan, de Niodior, toute cette région a été touchée par la Deuxième Guerre. Et donc, c'est pour ça que je dis, la liberté gagnée à la guerre, elle a plusieurs visages, parce que tous ces gens-là l'ont légué à leurs enfants. Vous remarquez d'ailleurs dans Marianne porte plainte que les identitaires, à gauche comme à droite, politiques ou intellectuels d'ailleurs, sont souvent des immigrés de fraîche date. Oui, moi je dis, mais comment font-ils pour être plus égoïstes que les enfants du lit de Marianne? Oui. Comment peut-on être accueilli et être si mal accueillant? C'est la courte mémoire. Ont-ils une identité vacillante? Ce besoin de se confirmer, de dire « Regardez-moi, je tiens à la France plus que vous tous ». Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste à imiter un petit peu leurs hôtes, avoir la même générosité pour dire eh bien, si Marianne n'avait pas ouvert les bras, je n'aurais même pas été là pour parler d'identité. Cela dit, comment est-elle la France? On l'a dit, assimilationniste. Assimilationniste, ça veut dire que quand on devient français, on abandonne au fond son identité, sa religion, ses origines. La France vous donne tous les droits, nous donne tous les droits en tant qu'individu, mais aucun droit en tant que nation, en tant que communauté, en tant que religion. Alors, je ne pense pas que l'assimilation soit encore à l'ordre du jour. Ça, c'est le millésime colonial. On n'en a plus besoin. Donc, maintenant, on a des sources de la mondialisation qui irriguent tous les pays. Et je pense qu'on peut être français en étant sénégalaise, comme moi je le suis, et en étant encore autre chose, c'est-à-dire appartenir à cette grande nation mondiale qui est l'humanité. Donc, je dis dans mon livre, à toute identité nationale, je préfère l'identité humaine. Parce que si je m'arrête simplement au sens juridique de la nationalité, je n'aurais peut-être pas beaucoup de choses en commun avec des Américains ou des Allemands. Donc, je suis obligée d'outrepasser cette frontière administrative, juridique, pour me reconnaître en eux comme étant mes frères et mes sœurs humains, en humanité en tout cas. Cette nationalité-là, elle englobe, elle ne considère pas l'altérité comme une imperfection, comme quelque chose à changer. Donc, on n'a pas besoin d'assimiler. Moi, je prône l'addition culturelle. Vous parlez de colonisation. Est-ce que c'est une frontière qu'il ne faudrait pas oublier, elle aussi? Parce qu'après tout, tous les peuples ont colonisé leurs voisins. Oui. L'empereur du Mali, s'il est devenu l'empereur du Mali, c'est parce qu'il avait colonisé tous ses voisins. Les Arabes ont colonisé
tout le Maghreb, puis l'Espagne. 700 ans en Espagne, c'est beaucoup plus longtemps que le temps qu'ont passé les Blancs en Amérique, par exemple. Et pour finir avec les Sérères, puisque vous êtes une Sérère au Sénégal, n'avez-vous pas colonisé les Wolofs et les Mandingues? Si, exactement. Donc arrêtons de faire la différence entre les colonisateurs et les colonisés. On a tous été l'un et l'autre. À telle enseigne que ma propre langue grand maternelle, c'est une langue qui mélange du sérère et du manding. Et voilà. Parce que voilà, les Nyancho manding sont venus dans ma région et ils ont colonisé, ils se sont mariés, ils ont acquis des terres, ils se sont installés. Ils sont venus d'ailleurs. Donc nous sommes tous venus d'ailleurs. Quand vous allez dans ma région, ils vont vous dire on est là depuis le XIVe siècle. Mais oui, avant le XIVe siècle, on vient toujours de quelque part. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, il faut pacifier les mémoires. Il faut arrêter de se référer tout le temps à l'esclavage et la colonisation. Oui, nous avons besoin d'apprendre l'histoire pour savoir d'où nous venons, pour ancrer notre identité, mais ensuite, il faut s'élancer. Il faut prendre un élan vers l'avenir, se libérer du passé et arrêter d'être des otages, des victimes consentantes de l'esclavage et de la colonisation. Moi, je ne suis pas une victime de l'histoire de la colonisation parce que je n'étais pas colonisée. C'est Senghor qui a été colonisé. Ça n'a jamais été mon cas. Donc moi, je suis née libre et j'ai l'intention de continuer, même si je n'oublie pas l'histoire, évidemment. Cela dit, c'est pas toujours facile d'oublier le passé. Vous écrivez dans votre livre, Fatou Diom, que la France a été une formidable mère adoptive pour les Italiens. Oui. Je suis un Italien d'origine, pour les Espagnols, pour les Hongrois, pour les Polonais, pour les Arméniens. Mais elle a pu être une redoutable marâtre pour ceux qui, comme les Noirs et les Arabes, Les Asiatiques. ne peuvent disparaître dans l'anonymat de la couleur blanche. Oui, c'est ce que j'appelle l'anonymat chromatique. Donc celui qui nous a imposé le débat sur l'identité nationale, par exemple, Marianne lui a dit « bienvenue ». Et moi, quand je suis venue, Marianne m'a dit « bienvenue ». Sauf que lui, en une génération, il peut faire oublier ses origines étrangères puisqu'il peut se fondre exactement comme un sous-marin dans l'anonymat chromatique. Ce que moi, je ne peux pas faire puisque le chocolat me trahit. C'est une gourmandise. Je n'y peux rien. Donc ça se voit. Mais lui, il peut se cacher et dire ben, j'étais là, je suis venu d'ailleurs, mais personne ne le voit plus. Alors que les Asiatiques, les Arabes, les Noirs, des générations après, on porte encore le poids de nos origines. Donc, il faut que ça cesse d'être un poids pour être quelque chose de normal dans la population française. Vous en voulez d'ailleurs au fait qu'on ne cesse de vous demander vos papiers, à vous qui êtes française, alors qu'un Australien, par exemple, à côté de vous, personne ne lui demandera ses papiers. Non, non, puisque lui, il a la couleur de l'identité nationale. Et donc, mon compatriote policier va me demander mes papiers avec un œil acéré, il va tout vérifier. Mais le néo-zélandais, là, le baroudeur paumé ici, mal rasé, qui ne parle pas un traître mot de la langue de Marianne, eh bien, lui, il a la couleur de l'identité nationale, donc il a une paix royale. Et ça aussi, c'est la force de son passeport parce que Schengen lui permet de voyager en paix. Donc, il ne sera pas contrôlé alors que moi, venant de Strasbourg, on va me demander mes papiers alors que je suis là en train de prendre racine depuis des dizaines d'années. Mais on ne le voit pas sur mon visage. Est-ce que c'est plus difficile de s'intégrer pour cette raison-là? Moi, je suis intégrée. C'est le regard extérieur qui fait de moi quelqu'un d'autre. Vous savez, comme le disait Sartre, hein, c'est le regard de l'autre qui fait de moi ce que je suis. Moi, je ne me sens plus étrangère. Je suis ici, je me retrouve plus facilement à Strasbourg ou à Paris qu'à Dakar. Quand je suis à Dakar, j'ai besoin de mon frère pour aller quelque part. Quand je suis ici, je suis vraiment à la maison, je m'occupe de mes affaires et c'est normal. Mais c'est le regard qui m'interroge, qui me renvoie toujours à l'étrangeté, donc, mais au sens initial du mot, étrange. Donc, il me regarde en m'interrogeant. Donc, quand on rencontre une blonde, une brune, on va prendre le temps de briser la glace et d'atteindre la confidence petit à petit. Avec moi, on va me dire, vous venez d'où? Encore cet après-midi avec le taxi. Mais vous êtes originaire d'où? Et j'ai dit de Strasbourg. François de Smet, puisque ça aussi vous en parlez dans votre livre, pourquoi l'identité a-t-elle pris une telle place aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a peur pour elle? Parce qu'après tout, c'est ça le problème des identitaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, de droite comme de gauche, ils ont l'air d'avoir peur pour leur identité. Alors, il y a une peur de dilution identitaire qu'on doit prendre au sérieux. Malgré tout, on ne peut pas juste dire que les gens ne sont pas assez malins. Je crois que les gens ont l'impression, à tort bien sûr, mais il y a aussi quelque chose de rationnel là-dedans, que le monde auquel ils appartiennent disparaît. Et si vous voulez, il y a une illusion d'optique due à la brièveté de nos vies. Tout ce qui nous constitue, sans exception, est passager. La couleur de peau, par exemple, la couleur de peau blanche, qui en fait est techniquement une décoloration, existe depuis seulement 8000 ans.
Moi, ça me fait beaucoup rire de me dire qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait personne de blanc. Mais c'est la même chose pour la langue française qu'on est en train de parler. Elle aura changé, elle ne sera plus la même dans 500 ou 1000 ans. Et elle n'était pas pareille il y a 500 ou 1000 ans. Et tout à l'heure, dans cette émission, on parlera des paysages aussi. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Exactement. Idem pour les religions, idem pour les nations, idem tout ce qui nous compose. Seulement nous, on a des durées de vie malheureusement extrêmement brèves. On arrive à un moment de l'épisode et on a l'impression que tout ce qui nous compose est éternel. Et en fait, on s'attache de manière irrationnelle, peut-être parce qu'on sait que tout ça, comme nous, va finir. Il y a quelque chose de primaire dans le fait que c'est le synonyme de notre propre finitude. On s'y accroche de manière démesurée, sans voir qu'en effet, d'une manière ou d'une autre, ça va disparaître. Donc, c'est une peur qui, à la fois, est irrationnelle sur les nombres. Par exemple, le migrant est le bouc émissaire. Le migrant arrivé en 2015-2016 dans la grande vague est le bouc émissaire d'une peur identitaire. Ça n'a pas de sens. Vous avez 3 demandeurs d'asile pour 1000 habitants en Europe. Par contre, ce qui est rationnel, mais personne ne peut dire dans quel sens ça va aller, c'est qu'en effet, tout change, évolue en permanence. Mais c'est aussi valable pour les idées. On ne parlait pas du mariage pour tous il y a 20 ans. Et c'est à la fois fascinant, ça peut être inquiétant. Mais si on s'accroche aux valeurs et qu'on fait la différence entre les identités et les valeurs, et par exemple la France peut être fière notamment de ses valeurs, alors il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Mais il faut faire la différence. On va parler des valeurs dans quelques minutes avec Nathalie Hennick. Néanmoins, cette identité, est-ce qu'elle existe? Parce qu'on a longuement parlé du libre arbitre, on a l'impression qu'au fond, l'identité dont parle Fatou Diom, l'identité française, accueillante, non discriminante, même si par ailleurs certaines couleurs lui semblent plus nouvelles que d'autres, cette identité nationale, est-ce qu'elle existe? Elle existe bien sûr, mais n'oublions jamais que c'est une construction. Oui. C'est pas parce que c'est une construction, que c'est contingent, que c'est fragile, que ça aurait pu ne pas être, que ça n'a pas de valeur. Tous les pays d'Europe ont une sorte d'imaginaire mythique où il y a en général des héros, où il y a eu des ennemis. En fait, quand on y pense, tout passe. La France porte le nom d'un envahisseur, les Francs, et sa religion est une importation du Moyen-Orient. Nos ancêtres, les Gaulois, ils ne faisaient pas leur première communion, hein, ils cueillaient du gui sur les arbres et ils faisaient 1 ou 2 sacrifices humains de temps en temps. Donc, je crois qu'on peut investir dans une nationalité, dans une identité, en étant fier, en ayant conscience que tout est flux permanent. Comme disait Héraclite en disant qu'on se baigne toujours au fond, quand 2 fois dans le même fleuve, tout est flux, tout évolue. Si on accepte ça, alors on restera fort. Quand vous choisissez la nationalité française, Fatou Diom, vous choisissez aussi une identité française qui vous plaît, mais il y a d'autres identités françaises tout aussi identitaires qui vous plaisent moins et sur lesquelles vous ne vous attardez pas. Oui, parce que quand on parle de l'identité, il y a toujours la part poétique, culturelle et donc même spirituelle. Vous savez, quand on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 dit que tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être dépossédé arbitrairement de sa nationalité et aussi toute personne a le droit de changer. Et de s'installer où il veut, ce que personne n'a jamais respecté. Voilà. Et si on veut changer de nationalité, ça veut dire qu'il y a un choix qui est possible. Quand on choisit, par définition, on va peser le pour et le contre. Donc, il y a l'affect qui va rentrer dans le jeu. Et donc, choisir la nationalité française, oui, c'est être conscient que cette nationalité-là renferme un type de culture. Donc voilà, c'est quelque chose d'abstrait pour moi. Ce sont des valeurs universalistes de la France, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité. Ce slogan, cette devise, on peut la répéter partout. Tout le monde sera d'accord. On peut revendiquer ça et adhérer en cela. Mais de la même manière, c'est une poésie aussi. Donc, c'est quoi être français? Moi, je peux vous faire un poème là-dessus. C'est vous mettez à quelqu'un un simple fromage blanc et un coulis de fruits rouges, il vous fait un poème. Ça, ce sont les Français. Vous mettez une sauce périgourdine à quelqu'un, il vous fait tout un roman. Et ça, c'est une manière d'être français aussi. Vous allez chez les Sérères, chez moi, ils vont vous parler de la pêche parce qu'ils sont sur une île et ils vont vous parler de l'histoire glorieuse de leurs ancêtres avec la mer et ce sera peuplé de légendes. Et je pense que cette part culturelle est intrinsèque aussi à l'identité administrative qu'on dispute souvent aux citoyens sans pouvoir le déposséder de la part culturelle acquise. Personne ne peut m'enlever le français, par exemple. François de Smet, vous écrivez que le fait que l'identité et le pouvoir d'achat se soient hissés comme enjeux politiques et électoraux prépondérants démontre la fragilité de la démocratie aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Si vous enlevez le pouvoir d'achat et l'identité des enjeux des élections, franchement, pour l'instant, il reste pas grand-chose. C'est un signe quand même. Je crois que notre personnel politique dans toute l'Europe ressemble à notre population. On a toujours les politiques qu'on élit. Et je crois qu'ils sont le reflet de cette peur de dilution identitaire. Alors,
on doit vendre de l'avenir d'une manière ou d'une autre. Soit sur le thème, on se replie vers le passé, vers l'identité, on va vous vendre des trucs qui vont faire en sorte que ça ne va pas changer trop, rassurez-vous. Ou bien on vous vend l'idée que peu importe le monde autour de vous, vous allez avoir du pouvoir d'achat, donc vous allez pouvoir échapper à tous les débats et vous faire votre petit bonheur individuel. Je crois que c'est un manque d'imagination qui est sans doute un peu normal après 70 années de démocratie. On a plutôt un personnel politique, tout pays confondu, qui a une tendance à suivre l'idée qui se fait de l'opinion publique et qui a renoncé à la faire, à proposer des choses parfois même courageuses. Dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, puisqu'il faut être élu. Et pour être élu, c'est quand même plus facile de se faire élire sur des choses que vous pouvez réaliser tout de suite que surpromettre sur quelque chose sur 10, 20, 30, 40 ans. C'est vrai pour les enjeux budgétaires, c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'identité. Parce que tout ce qui compose l'identité d'un pays, par exemple comme la France et les exemples que Fatou vient de donner, ça s'est fait sur des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et ça ne va pas disparaître comme ça. Mais c'est un ressort émotionnel facile à utiliser. Je vous remercie tous les deux. L'émission va continuer. On va parler des valeurs avec Nathalie Hennig. Est-ce que nos valeurs sont vraiment les nôtres? Mais d'abord, restons un petit peu de temps encore sur l'identité avec un extrait de Ricky Bobby, Roi du circuit. C'est une comédie extraordinaire avec Will Ferrell et Sacha Baron Cohen. C'est sur l'identité, l'extrait qu'on va voir. L'identité française face à l'identité américaine. Will Ferrell, c'est le pilote américain et Sacha Baron Cohen, c'est le pilote d'automobile français. Regardez, ça va vous amuser. Don't stop! Et maintenant, les valeurs, nos valeurs, mes valeurs, sont certainement les expressions qu'on aura le plus entendues au cours de cette campagne électorale. Nathalie Hennig, vous êtes sociologue, vous leur consacrez un essai intitulé « Des valeurs ». Alors nous en avons de plus en plus d'opinions, nous émettons de plus en plus de jugements de valeurs. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi, plus qu'il y a 20 ans probablement, nous avons des opinions sur tout? Alors, je ne sais pas si nous en avons plus qu'avant, mais en tout cas, elles sont beaucoup plus publiques et partagées, ne serait-ce que grâce aux réseaux sociaux et grâce aux moyens technologiques qu'ont été d'abord la radio, la télévision, et puis maintenant donc les réseaux sociaux, qui permettent de rendre publiques des opinions qui auparavant restaient dans le domaine du cercle d'amis ou du cercle de famille. Donc, il y a une plus grande visibilité des opinions. Vous expliquez aussi qu'il y a l'affaiblissement des institutions. Autrefois, nos ancêtres avaient Dieu, l'État, le roi. Il se passait très bien d'avoir des opinions. On en avait pour eux. Tout à fait. La technologie n'explique pas tout. Et c'est vrai qu'il y a probablement aujourd'hui une plus grande nécessité de rebattre les cartes des valeurs parce que les institutions qui auparavant nous permettaient d'évoluer dans le monde sans trop se poser de questions ont perdu beaucoup de leur puissance, notamment les religions qui sont un formidable pourvoyeur de valeurs, bien sûr, on le sait tous, les institutions juridiques, les institutions politiques, administratives, etc., l'école, et du même coup, on a une forme d'individualisation du rapport aux valeurs liée au fait qu'elles sont moins portées par des institutions collectives. Alors, on a beaucoup entendu les candidats aux primaires, puis à la présidentielle, invoquer leurs valeurs, mes valeurs, nos valeurs. Est-ce que ce sont vraiment leurs valeurs? Est-ce que ce sont vraiment nos valeurs? Quand on parle de nos valeurs, est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Alors, ce sont d'une certaine façon les valeurs de tout le monde, parce que le propre d'une valeur, c'est d'être une représentation partagée. Elle ne peut pas être purement individuelles, sinon ça marche pas. Elles sont partagées, mais elles sont plus ou moins partagées et de façon différente selon les contextes, selon les sujets qui évaluent et selon les objets de l'évaluation. Ce qui fait qu'il peut y avoir d'énormes conflits de valeurs dans une même culture des valeurs qui fait que nous connaissons tous le répertoire de valeurs qui est à notre disposition. Ce sont des valeurs communes, mais nous ne l'activons pas de la même façon. D'où des situations conflictuelles très fortes et d'où aussi le fait que certaines valeurs, à certains moments, peuvent être davantage invoquées dans certains partis politiques. Par exemple, depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, le mot de valeur est très utilisé par les partis de droite, ce qui ne veut pas dire que la notion de valeur est de droite. À d'autres moments, c'est la gauche qui a invoqué les valeurs. Quand on invoque les valeurs, on sous-entend très souvent les valeurs morales, que l'on oppose aux valeurs de profit, par exemple. Et donc derrière cela, on oppose l'intérêt général porté
par le sens civique, par la moralité, d'un côté, et de l'autre, les profits individuels qui peuvent parfaitement être des valeurs dans un autre contexte, par exemple le contexte domestique ou le contexte de l'entreprise. Oui, par exemple, on peut parfaitement être sensible à l'intérêt général, être profondément honnête et en même temps tricher un peu sur les impôts. Par exemple, parce que tricher sur les impôts paraîtra évidemment une infraction aux valeurs civiques, mais Si ça se sait, c'est pas bien. Mais du point de vue de l'entretien du patrimoine domestique, donc du point de vue des valeurs familiales, ça pourra apparaître comme une forme de ruse plutôt maligne et tout à fait acceptable. Est-ce qu'on connaît véritablement ces valeurs ? Alors, on les connaît au sens où on les connaît pratiquement, exactement comme la langue que nous parlons. Nous la connaissons pratiquement, nous la mettons en œuvre. Mais on n'y réfléchit pas. Mais on n'y réfléchit pas et seuls les linguistes, les grammairiens, font le travail réflexif qui consiste à restituer, à expliciter les règles que nous mettons en œuvre sans savoir que ce sont des règles. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'expliciter les règles de valeurs que nous pratiquons sans savoir forcément que ce sont des valeurs et sans savoir qu'il y a des règles. Mais il y a en effet des règles qui font que certains jugements de valeur paraissent parfaitement normaux et d'autres totalement impossibles et inacceptables. Et c'est ce maniement du sens moral, on pourrait dire, ou plutôt du sens des valeurs, parce que la morale n'a pas le monopole des valeurs, qui fait que nous appartenons à une même culture et que nous comprenons ce que quelqu'un dit lorsqu'il parle de valeur, sans pour autant partager forcément cette valeur à ce moment-là. Un jugement de valeur, vous dites bien que ça n'est pas la même chose qu'un jugement de goût. Non, parce que le jugement de goût, ça va être simplement, ben moi, ça me plaît. Bon, j'aime pas. J'aime pas, c'est typiquement un jugement de goût. C'est l'expression d'un personnel, de quelque chose de subjectif. Alors qu'un jugement de valeur, ça va être, par exemple, ce tableau est magnifique, cette émission est formidable. Bon, et ce jugement va pouvoir être justifié par l'invocation de ces valeurs. Quand on dit ce tableau est magnifique, on sent bien que c'est la valeur de beauté qui est sous-jacente à ce jugement de valeur, même si ça n'est pas explicité. Mais c'est une connaissance pratique que nous avons de ces principes d'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on déploie tant d'énergie, tant de conviction à professer des valeurs qu'au fond, on maîtrise mal ou dont on ne connaît pas très bien l'origine ? Alors, sur lesquels on a peu réfléchi, au fond. On a très peu réfléchi. C'est vraiment une sorte de trou noir des sciences sociales. Hein. Ça a été très peu étudié. Mais je pense que pour autant, on ne peut pas dire qu'on les maîtrise mal. On les maîtrise dans une certaine mesure. Je pense qu'on les maîtriserait beaucoup mieux lorsque on aura fait le travail justement d'explicitation de ce système de valeurs. C'est un système très construit. Hein, enfin, j'ai découvert en écrivant ce livre le caractère très régulé de notre rapport aux valeurs. On ne peut pas faire n'importe quoi ni dire n'importe quoi avec les valeurs, sinon on apparaît comme un zozo. Bon. Donc c'est vraiment un système qui a ses règles, on pourrait dire un système structural, comme du temps des structuralistes. Et je pense que le fait de les connaître peut nous aider à lever des malentendus qui souvent sont très difficiles à clore et qui quelquefois montent dans des conflits qui peuvent aller jusqu'au procès, parce que ce sont des conflits de valeurs, des malentendus sur les valeurs que nous avons du mal à repérer comme étant des malentendus sur les valeurs. Par exemple la corrida. La corrida, depuis des décennies, oppose des systèmes de valeurs, ce que j'appelle des registres de valeurs, avec les adversaires qui, au nom de la moralité, de la sensibilité à la souffrance animale, veulent qu'on supprime la corrida, et des partisans de la corrida qui, au nom soit de la beauté du style, soit de la culture, soit de l'ancienneté des traditions, soit de l'authenticité culturelle, veulent défendre l'existence de la corrida. Ils ne peuvent tout simplement pas s'entendre parce qu'ils raisonnent à partir de systèmes de valeurs tellement hétérogènes qu'il ne peut pas y avoir d'accord là-dessus. Et je pense que le fait de comprendre l'origine de ce désaccord peut nous permettre quand même, pas forcément de se mettre d'accord, mais au moins de savoir sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Mais là encore, ce sont entre partisans et adversaires de la corrida. Mais parfois, ça arrive à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Vous donnez l'exemple de ceux qui sont sensibles à la souffrance animale, qui la réprouvent, n'ont pas du tout envie de faire souffrir des animaux et qui en même temps adorent le foie gras. Oui, ce qui est mon cas. Donc je me suis posé la question et nous avons de grandes capacités de clivage dans ces cas-là, c'est-à-dire que nous pouvons penser à l'atrocité des conditions dans lesquelles on gave les oies et en même temps ne pas y penser au moment d'acheter et de consommer du foie gras, ou si on y pense, se dire bon d'accord, c'est pas bien, mais voilà, on a des capacités de clivage, de déni,
de dénégation, de relativisation, de compromis, qui font que nous nous orientons dans nos conflits de valeurs comme nous pouvons. On bricole un peu avec les valeurs. Si les valeurs, il n'y en a pas d'universel, au fond, des valeurs. Alors c'est compliqué parce que les valeurs, pour fonctionner comme valeurs, doivent être perçues comme universelles. Il faut pouvoir dire la sensibilité des êtres humains, la protection de la sensibilité des êtres souffrants doit être une valeur universelle. Et en même temps, il se trouve, et c'est tous les anthropologues, les sociologues, les historiens le constatent, les valeurs sont relatives. Elles sont relatives à leur contexte, c'est-à-dire que dans tel ou tel contexte géographique ou historique, ce ne seront pas les mêmes valeurs qui seront... Oui, ça change selon les époques et selon les territoires. Exactement. Mais ce changement n'existe pas lorsque l'on met en œuvre une valeur, parce que pour mettre en œuvre une valeur, il faut considérer qu'elle doit valoir pour tout le monde et en tout temps. Et en tout lieu. Et donc elles sont idéalement universelles, tout en étant de fait relatives. Et donc, quand on dit mes valeurs, nos valeurs, c'est une façon de quoi? De se normaliser? Alors, ça peut être une façon de se normaliser, puisque ça veut dire qu'on s'inscrit dans une sorte de culture commune. La norme. Voilà, de la norme. Ça peut être aussi, à l'inverse, une façon de se distinguer, en disant, oui, un tel n'a pas de valeur, mais moi, j'ai des valeurs, etc. Bon, il y a toutes sortes de façons, on peut l'imaginer, de se distinguer par le vocabulaire des valeurs. Ça peut être aussi, et c'est très important, une façon de se socialiser, parce que le fait de pouvoir échanger, par exemple, à la sortie du cinéma, sur un film, en utilisant des valeurs, sa beauté, ses chances de profit, son civisme, sa responsabilité, son authenticité, etc. Tout ça, ce sont des valeurs, donc c'est une forme de socialisation. Et donc, le fait d'exprimer une opinion, donc des jugements de valeur, fait partie d'une culture commune extraordinairement Et c'est aussi, dites-vous, une affirmation identitaire. Oui, tout à fait, puisque en disant « moi, je pense que », donc en proférant une opinion en son nom personnel, une opinion qui prend la plupart du temps la forme d'un jugement de valeur, eh bien, on s'affirme en tant que sujet capable d'énoncer une opinion, ce dont tout le monde n'est pas capable, puisque les gens qui font des sondages d'opinion se désespèrent du fait qu'il y ait toujours un taux de sans-opinion, donc de gens qui ne savent pas quoi dire quand on leur demande leur opinion, donc qui n'ont pas d'opinion. Donc le fait d'avoir une opinion n'est pas du tout automatique. Mais ça peut être assez sage de ne pas avoir d'opinion. Oui, alors, quand on sait la qualité des opinions, que la plupart d'entre nous, nos opinions sur certains sujets n'ont aucune valeur, puisque nous n'y connaissons rien, alors, et ça ne nous empêche pas les jugements de valeur. D'abord, on peut ne pas avoir d'opinion par défaut de réflexion ou de culture. On peut ne pas avoir d'opinion parce qu'on estime que sur ce sujet-là, on n'est pas compétent. Et on peut aussi ne pas avoir d'opinion parce qu'on estime qu'une opinion, ce n'est pas très important et que, par exemple, le savoir est quand même beaucoup plus important que l'opinion. Les conflits de valeurs sont les mêmes en art ou en politique ? Non, ce n'est pas les mêmes parce qu'ils ne portent pas sur les mêmes valeurs, mais il y a quand même des points communs. Par exemple, le fait que la valeur de profit ne peut pas être invoquée publiquement. Je fais une différence dans le livre entre, d'une part, les valeurs publiques, c'est-à-dire celles que l'on peut revendiquer publiquement, et les valeurs privées, qui sont celles que l'on met effectivement en œuvre, mais sans pouvoir les revendiquer. Et par exemple, que ce soit en politique ou en art, on peut faire des choses pour gagner de l'argent, mais on ne peut pas venir dire « moi, je suis entré en politique pour gagner de l'argent » ou « moi, je suis devenu artiste pour gagner de l'argent ». Donc il y a des points communs. Par ailleurs, le registre civique de la politique n'est pas du tout le même que le registre esthétique de l'art. Et donc, les répertoires de valeurs qui sont pertinents dans ces deux domaines ne sont pas du tout les mêmes. Et on ne peut pas dire qu'on a fait de la politique ou de l'art pour devenir célèbre, par exemple. Alors oui, ça serait mal vu. Exactement. La célébrité, c'est typiquement une valeur privée. C'est-à-dire, c'est une valeur récente, d'ailleurs. C'est une valeur qui est montée en puissance de façon extraordinaire avec l'évolution des technologies de moyens de diffusion de l'image, et qui, à la fois, est une valeur extraordinairement investis par les gens au sens où ils sont capables de faire des kilomètres pour rencontrer une célébrité, de se ruiner en press people pour voir des images de gens célèbres, mais en même temps, il va être difficile quand on est dans un milieu un peu chic comme ça de dire que ce qui nous intéresse dans la vie, c'est de lire la presse people, par exemple. Vous voyez, donc c'est une valeur qui est une valeur faible, une valeur assez privée. Vous, dans votre milieu, Nathalie Yannick, le fait de passer à la télévision, c'est pas très bien vu. C'est très mal vu. C'est très mal vu. Vous étiez chanteuse à Irène. Ça irait très bien. En tant que et par exemple, heureusement que je n'ai plus besoin de me faire recruter au CNRS puisque c'est fait. Mais si je devais
me faire recruter au CNRS, le fait de passer à la télévision est un très mauvais point parce que la célébrité est ce que j'appelle une anti-valeur dans certains milieux, c'est-à-dire une valeur qui se renverse négativement en critères négatifs. On va continuer cette émission avec Alessandro Pignocchi qui, lui, va opérer une inversion des valeurs. C'est pour ça que je voudrais que vous restiez, Nathalie Henny, qui va nous montrer comment on pourrait inverser nos valeurs, celles en lesquelles on croit tellement. Mais d'abord, je propose de regarder une publicité pour un magazine culturel. On n'en saura pas le nom, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les magazines. Mais justement, ça parle des jugements de valeur. Je pense qu'un tableau, soit tu le reçois, soit tu le reçois pas. Moi, je sais pas ce que c'est l'art, et puis je sais même pas si j'ai envie de le savoir. La techno, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment de la musique. Chaque jour est un combat, tu vois. On meurt à soi-même sans mourir. Pour moi, le cinéma, ça doit être une gifle en plein cœur. Le cinéma américain, c'est du préfabriqué, quoi. Il y en a marre. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Hein. Aujourd'hui, il y a des écrivains, mais il n'y a plus de livres. Le théâtre, pour moi, c'est la vibration, tu vois. Ne devenez pas comme cette conne. Lisez tes Mais parfois, je me demande, est-ce que tout ça a un sens ? Alessandro Pignocchi, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chercheur en sciences cognitives, vous êtes philosophe et vous êtes dessinateur, si bien que vous publié un livre de bande dessinée intitulé « Petit traité d'écologie sauvage ». Dedans, vous imaginez, au fond, si nous avions une autre vision du monde que la nôtre, qu'est-ce que ça donnerait si les dirigeants du monde occidental adoptaient la vision du monde des Indiens d'Amazonie, que vous connaissez bien. On est dans un cas d'inversion des valeurs, avec Nathalie Henny. Par exemple, on voit le président de la République, François Hollande, qui tout à coup prend du temps pour remettre sur ses pattes un bousier. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de nous, les Givarros? Pour eux, les animaux sont des êtres comme les autres, en tout cas comme nous, sont des partenaires sociaux, il faut les respecter. C'est ça. Alors, il n'y a pas la notion vraiment de respect, ça va de soi dans la mesure où les Givarros, mais c'est commun à toute l'Amazonie et c'était le cas aussi en Amérique du Nord, les plantes et les animaux sont crédités d'une vie intérieure similaire à celle des humains, d'une vie sentimentale et émotionnelle. Et la différence entre les créatures est de type corporel. C'est les caractéristiques corporelles, mais l'esprit qui s'incarne dans le corps est de même nature. Donc c'est parce qu'on a un corps de toucan qu'on a des pensées, des fantasmes de toucan. Donc c'est pas les mêmes que si on a un corps d'humain ou un corps de manioc. Mais par contre, la conséquence de ça, c'est que du coup, les plantes et les animaux sont considérés plutôt comme des personnes et non comme des objets, comme on le fait nous. Et du coup, les interactions quotidiennes qu'on a avec eux ressemblent plus à ce qui, chez nous, sont des interactions sociales. Et donc, du coup, là, François Hollande a une réaction empathique, spontanée pour ce bousier, parce qu'effectivement, quand on est un bousier, ça doit être terrible d'être retourné sur le dos. Ou là, on voit la voiture du Premier ministre s'arrêter parce qu'ils viennent d'écraser un hérisson. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de son esprit protecteur, comme les Indiens Givarros. C'est la façon dont les Givarros résolvent le dilemme moral posé par la chasse. C'est que c'est des alter-ego, mais néanmoins on les mange. Et donc la solution, c'est qu'on ne mange que le corps. Qu'on consomme le corps et l'âme, par contre, l'esprit, qui s'incarne, le wakan, qui est incarné dans le corps, retourne auprès de l'esprit protecteur. Et du coup, ça impose une règle stricte, c'est qu'il faut manger l'animal tué. Les Givarros, ça leur pose problème. Ça arrive, par exemple, qu'ils flèchent un singe et que le curare contracte les muscles du singe et du coup il reste bloqué dans les branches. Et dans ce cas-là, on ne peut pas le manger, c'est très grave, il faut s'enfuir rapidement. Et donc là, heureusement pour le Premier ministre, il n'aura pas ce problème, il va simplement faire demi-tour et manger le hérisson. Et du coup, il n'aura pas l'esprit protecteur du hérisson ne viendra pas se venger sur lui ou sur un de ses proches. Il n'y a pas de chef en Amazonie. Vous expliquez que le chef, c'est juste quelqu'un qui verbalise les aspirations communes. Alors, est-ce qu'on l'écoute ? En Amazonie, c'est un rôle plutôt ingrat, le rôle de chef. Souvent, on ne veut pas l'avoir. Et donc les chefs, non, on les écoute pas tellement. On les écoute que dans la mesure où ce qu'ils racontent nous intéresse. Comme ici. C'est quelque chose qui est frappant, ça, pour le coup, quand on arrive en Amazonie, dans la communauté Givaro où j'ai l'habitude d'aller. Ça commence par des palabres, toute la communauté se rassemble dans une maison, on discute, etc. Et quand la conversation commence un peu à s'essouffler et que tout le monde commence à avoir envie de faire autre chose, là, le chef se lève
et se met à répéter tout ce qui vient d'être dit. Alors il est peint, enfin, tout le monde a le visage peint, il a parfois une couronne, et il se met à répéter, et plus personne l'écoute. Tout le monde recommence à discuter, et par contre, il parle comme s'il était devant un auditoire fasciné. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on assiste à cette scène sans être prévenu, sans avoir lu en amont les textes des anthropologues, on se dit qu'on est mal tombé, qu'on est tombé dans une communauté où le chef est une branque et que personne l'écoute et qu'il n'a aucune autorité. Alors que si on est prévenu, si on a lu par exemple les textes de Pierre Clastres qui a étudié ça, eh ben on est très content de voir ça. Et c'est l'inverse qui nous préoccupera. C'est si on voyait un petit Chéfaillon qui donnait des ordres, etc. Là, ça serait terrible parce que ça voudrait dire que l'acculturation est passée par là. Dans les termes de Pierre Clastres, il dit qu'en Amazonie, le chef est entièrement au service de la société. Alors que chez nous, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, que parfois la société est au service des chefs. Dans votre livre, vous imaginez que le G20 a lieu dans un cadre comme celui-ci, idyllique. Forcément, on pense au mythe du bon sauvage. Est-ce que les Indiens d'Amazonie ont une douceur que l'on n'aurait plus et que l'on pourrait retrouver si nos réunions du G20... Le thème de cette réunion, c'est qu'ils se demandent tous comment fuir le pouvoir. Le peuple les maintient au pouvoir et eux n'en peuvent plus. Ils veulent aller faire de l'ornithologie, du naturalisme, des randonnées. Et ils se demandent, donc finalement, ils choisissent d'essayer de se réincarner pour fuir le pouvoir. Mais donc, par contre, à propos du mythe du bon sauvage, je voudrais pas que ma BD, j'espère qu'elle fait pas cet effet-là, mais être assimilée à tout ces textes qu'on voit de plus en plus où effectivement les Indiens sont idéalisés, où on parle d'une sorte de sagesse ancestrale qu'on aurait perdue. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas du tout de les prendre pour modèle, ça serait absurde. Et ces propos qu'on fait quand on dit les gardiens de la forêt, ils respectent la nature, tout ça, c'est des discours qui sont pas méchants en eux-mêmes et qui sont nuisibles quand même pour ce qui est, à mon avis, la tâche la plus importante, la plus enrichissante de l'anthropologie, qui est de nous fournir des outils de pensée sous la forme de contrepoints. Parce qu'une idée, on ne peut penser une idée que quand on est capable de penser son contraire. Sinon, si on ne peut pas imaginer son contraire, c'est simplement l'évidence, ça va de soi. Par exemple, la frontière entre nature et culture, chez nous, c'est une évidence. Et il faut qu'on ait l'exemple de peuples qui font autrement pour pouvoir penser ça. Donc on acquiert grâce à l'anthropologie. Et donc ces discours de l'Indien protecteur de la nature, ça empêche ça. C'est juste des discours qu'on a en amont et on va juste en chercher la confirmation sur place. Et donc il faut vraiment faire attention à ce... Nathalie Hennig, vous êtes sensible à cet exercice d'inversion des valeurs, justement. Pour moi, du point de vue d'une sociologie des valeurs, ce que vous dites sur l'utilisation de ces mythes du bon Indien, c'est vraiment un beau témoignage de la montée en puissance de la valeur d'authenticité, qui est vraiment devenue une valeur extrêmement forte et que l'on voit notamment dans les mouvements écologiques. Oui, on va parler d'ailleurs juste après, dans quelques instants, de l'authenticité des paysages. Absolument. On va avoir des surprises. Et c'est vraiment, on a aujourd'hui une montée en politique de la valeur d'authenticité dont ce que vous dites témoigne parfaitement. En plus, ce qui est terrible, c'est que c'est les premiers à répéter ces discours. Quand ils voient que les Occidentaux applaudissent des deux mains, quand ils disent il faut protéger la nature, alors qu'ils n'ont pas d'idée de nature. C'est quelque chose, ils savent même, ils comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils répètent ça. Et donc, dès qu'on voit un chef amazonien tout peinturluré qui dit d'un air triste, qui a parfois enlevé son t-shirt et remis un slip de feuille pour l'occasion et qui explique au caméraman qu'il faut protéger la nature, c'est un discours qui n'a a priori pas de sens pour lui, quoi. Il nous imite, au fond. Exactement, il répète. Et si les animaux sont leurs égaux, est-ce que les plantes sont leurs égaux aussi, comme vous le faites endosser par Vladimir Poutine dans la bande dessinée, qui imagine qu'on pourrait légaliser le mariage avec une papaye? Alors là, c'est une histoire que j'ai dû écrire à un moment où j'avais entendu une harangue homophobe particulièrement brutale de Poutine qui s'en prenait à la légalisation du mariage gay dans je ne sais plus quel pays européen. Et du coup, j'ai imaginé que lui, par contre, veut aller beaucoup plus loin et propose de légaliser le mariage entre espèces différentes. Et la papaye, c'est un clin d'œil à un village où j'ai vécu en Équateur à 18 ans, où les jeunes baisaient effectivement des papayes. Mais c'était pas par militantisme antispéciste probablement. Et pour Poutine, le doute est permis aussi. On ne sait pas trop s'il veut émanciper les papayes ou si c'est par intérêt personnel. Il fait ça parce qu'il est amoureux d'une papaye. Donc. Cela dit, de plus en plus, les Occidentaux vont dans cette voie. On a vu récemment, en Nouvelle-Zélande, on a accordé à un fleuve une personnalité juridique. Il a donc des droits, ce fleuve, et des devoirs. Et ce n'est pas une première, d'ailleurs. Il y a eu déjà des fleuves, des animaux qui ont reçu des personnalités juridiques. Est-ce qu'on n'est pas sur la voie déjà de ce changement de vision du monde? Très bien.
Non, c'est trop lent, c'est anecdotique pour l'instant. Alors un fleuve, c'est très bien, parce que surtout pour les animaux, c'est facile à défendre. Si on met en avant des notions de souffrance, de bien-être, c'est assez clair ce qu'on entend par là. Le bien-être d'un fleuve, c'est plus ésotérique. Donc bon, qui peut le plus, peut le moins, c'est très bien. Mais non, va falloir accélérer un peu les choses. J'en parlais avec une anthropologue, Florence Brunois, la semaine dernière, qui travaille en Papouasie, et qui parlait d'un rite de passage à l'âge adulte, où il y a une forme d'anthropophagie rituelle. Et elle disait, voilà, grâce à ça, les hommes apprennent à se percevoir comme des proies et plus seulement comme des prédateurs. Et du coup, par un phénomène miroir d'identification, à percevoir les autres êtres vivants comme des semblables, comme des sujets. Donc je lui ai demandé si elle pensait que c'était opportun de militer pour l'introduction d'une forme d'anthropophagie rituelle dans la culture occidentale. On pourrait imaginer un rite d'entrée en 6e, par exemple, ou même plutôt un rite de passage en maternelle. Et alors, elle n'était pas complètement convaincue par l'idée, et elle disait, et elle a raison en l'occurrence, qu'elle m'a répondu très sérieusement en me disant qu'étant donné l'histoire de la culture occidentale, le risque était d'obtenir l'effet inverse à celui escompté, c'est-à-dire que les autres hommes soient perçus comme des objets. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc il faut bien réfléchir avant de... Je dis ça, s'il y a des politiques qui nous écoutent, qu'ils n'aillent pas trop vite pour voter cette loi, parce que c'est probablement qu'ils sont séduits par l'idée, mais en tout cas, il faut bien réfléchir en amont, quoi. Nathalie Hennig. Oui, en fait, les choses ne sont pas du tout stabilisées dans notre culture non plus. On s'étonne de choses qui nous paraissent très étranges dans d'autres cultures, et dans notre propre culture, ça étonnerait peut-être des Jivaros de s'apercevoir que les animaux n'ont pas du tout le même statut selon les contextes, et que les animaux sont fluctuants entre un statut de choses, qui est le cas lorsqu'on les utilise pour les manger, et un statut de personne, qui est le cas des animaux de compagnie, qui sont traités comme des quasi-personnes. Et entre les deux, les animaux d'élevage, ça fluctue un peu. Si on leur donne un petit nom, un nom propre, un prénom, à ce moment-là, ils tirent du côté des personnes. En revanche, quand ils sont à l'abattoir, ça tire du côté de la chose. Et donc, selon les contextes, et c'est très important pour comprendre la question des valeurs, elles fluctuent énormément selon les contextes, mais selon les contextes, le statut même des animaux, dans notre propre culture, est totalement fluctuant. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a l'animisme, c'est quelque chose, c'est-à-dire cette façon de voir le monde où les plantes et les animaux sont considérés comme des personnes. Il y a des bribes en chacun de nous. On est tous des petits animistes en puissance. Par contre, la société ne s'est pas construite sur ces intuitions. Et alors que chez les Jivaros, ça serait inadmissible. Ils ne pratiquent pas l'élevage, par exemple, alors ils mangent des espèces qui seraient très faciles à élever. Ils savent qu'on peut les élever, mais ils ne le font pas. Bon, aussi parce que aller les chasser en forêt, c'est beaucoup plus ludique, exaltant que de les élever. Que de les élever. Mais en tout cas, voilà, Descola a écrit un article là-dessus, qui est Philippe Descola, donc qui est mon inspirateur pour tout ça, qui s'appelle « Pourquoi les Jivaros n'ont pas domestiqué le pécari ?» Et parce qu'évidemment, les premiers explorateurs qui ont constaté ça ont dit que c'est parce qu'ils étaient incapables ou feignants, alors qu'il y a évidemment une explication cosmogonique derrière, c'est que dans cette vision du monde, l'élevage n'a vraiment pas de sens, quoi. Ça serait insultant, ça serait presque dangereux, à part que ça serait une charge de travail inutile. Mais... Pour continuer dans l'inversement des valeurs, vous avez imaginé qu'un anthropologue Jivaro viendrait nous visiter exactement comme vous êtes allé vous-même visiter les Jivaros. Alors voilà ce que ça donnerait. Évidemment, il est souvent loin du compte, votre anthropologue Jivaro, et il va finir par croire que le porte-carte postale du café d'à côté, c'est notre totem. Les anthropologues se trompent tout le temps ? Beaucoup, ouais. C'est un lieu commun en anthropologie de dire qu'il faut en gros 1 an de terrain pour commencer à ce que les choses se mettent en place, et où on s'aperçoit, c'est le moment où on commence à comprendre la langue, mais où les deux autres ne se sont pas encore aperçus qu'on la comprenait, du coup ils parlent librement, et là on remet en question. Et donc lui, oui, il fait le genre d'erreur que fait tout anthropologue, c'est-à-dire il est enthousiaste, il débute, il est fasciné par la culture occidentale, et donc il attribue des fonctions symboliques extrêmement complexes à des choses qui probablement n'en ont pas, ou en tout cas d'un autre registre. Mais cela dit, moi j'habite effectivement à Bois-le-Roi, je vais effectivement chercher mes idées de BD au Café de la Gare, et pour le coup, ce porte-carte postale, c'est des cartes d'annonces de mariage, d'anniversaire, etc. Et l'esthétique de ces cartes, ça procure un choc de l'altérité. Et quand il étudie nos cultures traditionnelles, évidemment, lui s'intéresse à l'agriculture intensive, parce qu'au fond, ça pourrait être ça, la culture traditionnelle parce que là, occidentale. Dans le monde de ma BD, donc le monde est devenu animiste, mais il y a quand même quelques petites poches de résistance où survit la culture occidentale traditionnelle, et donc lui, ça le fascine, et il milite pour c'est ça, là c'est l'Assemblée nationale, il essaye de défendre l'idée qu'il faut protéger ces derniers reliquats de culture occidentale, et notamment
l'élevage intensif en hangar, parce que maintenant tout le monde est passé à l'élevage sur herbe. Et donc lui, il dit non, mais c'est important parce que justement, ça révèle une cosmogonie qui lui le fascine, le fait qu'on ait un concept de nature mis à distance, qu'on considère les animaux comme des objets. Et donc il trouve qu'au nom de la diversité culturelle, au nom du chatoiement du monde, comme disait Lévi-Strauss, il faut protéger ces éleveurs traditionnels. Ça vous amuse beaucoup, c'est un exercice je trouve ça formidable. que vous auriez pu pratiquer. Ah oui, c'est formidable parce que c'est une telle inversion des situations que ça éclaire non seulement évidemment ce que peut être la culture Givaro, mais surtout ce qu'est notre propre culture. C'est ce regard éloigné dont parlait Lévi-Strauss, qui est retourné sur notre propre société et qui du coup nous permet de voir des choses qu'à l'œil nu on ne verrait pas. C'est tout la beauté du travail des sciences sociales. Au fond, nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est. On le voit toujours par le prisme de ce que l'on est. Nous, par rapport au Givaro, mais aussi nous, par rapport au toucan, à la grenouille. La grenouille a aussi une vision du monde et elle croit que le monde est tel qu'elle le voit. Mais il n'est pas plus tel que le voit la grenouille que tel que nous le voyons nous. Et quand votre anthropologue Givaro regarde les marcheurs de Bois-le-Roi qui partent avec leur canne en forêt, évidemment, il ne comprend pas du tout ce qu'ils vont faire. Le concept de randonnée, parce qu'en l'occurrence, ces marcheurs vont, comme ça arrive tous les automnes dans la forêt de Fontainebleau, ils vont assister au brame du cerf. Et donc, évidemment, c'est des concepts qu'il ne peut pas comprendre. Donc, il imagine que c'est un rituel initiatique et que ces malheureux n'ont toujours pas réussi l'épreuve. Donc, malgré leur âge avancé, ils continuent à essayer, que les bâtons de marche sont des lances pour chasser. Mais donc, oui, ça c'est un des... Alors, c'est quelque chose qu'on sait depuis bien avant les sciences cognitives, mais les sciences cognitives ont vraiment permis de mettre ça en valeur de façon expérimentale. À quel point notre perception du monde est construite par toutes sortes de connaissances, de structures dont la plupart sont inconscientes, et surtout à quel point on a l'illusion de le voir tel qu'il est. Ces connaissances et ces capacités nous sont complètement transparentes, on a l'impression de voir un monde objectif, et du coup, dès qu'on confronte une opinion, qu'on parle à quelqu'un qui a des valeurs implicites différentes, on a l'impression qu'il se trompe complètement, qu'il voit le monde de façon complètement déformée. Un dernier dessin, Alessandro, vous pouvez nous l'expliciter, celui-ci ? L'enfant qui demande à sa mère lors d'une promenade en forêt à quoi sert la nature, elle lui répond à rien, mon chéri, tout comme toi. Et donc là derrière, il y a la critique des arguments utilitaristes qu'on entend, parce que ça c'est un petit peu agaçant. Les discours écologistes se sentent toujours obligés de mettre en avant l'utilité pratique. On va dire, voilà, il faut protéger les abeilles parce qu'elles pollinisent nos cultures, cette forêt parce qu'elle purifie l'eau, etc. Ou elle nous permet de respirer. Elle nous permet de respirer, mais c'est vrai que ces services existent et qui sont importants, mais c'est finalement pas grand-chose. Et surtout, attribuer une valeur utilitariste à la nature, le problème, déjà, ça en fait un objet, vu que c'est les objets qui ont des fonctions. Et ensuite, ça sous-entend que si on trouvait, par exemple, un processus technologique qui remplirait cette fonction aussi bien, on pourrait s'en débarrasser. Si on trouve un système de purification de l'eau, on peut raser cette forêt. Alors qu'évidemment, ce que nous apporte l'existence de milieux naturels, entre guillemets, dans le sens de milieux faiblement anthropisés, faiblement marqués par les intentions humaines, ou qui relèvent de processus qui échappent à l'intentionnalité humaine, ce que ça nous apporte, ça va bien au-delà de ces modestes services. C'est là un petit peu ce que j'essaie de développer en BD. C'est pas évident à démontrer, mais c'est vraiment un autre chose, c'est un contrepoint à l'humanité, c'est un ailleurs, et qui a un caractère essentiel, qui va bien au-delà. Si on avait pu ça, et c'est probablement malheureusement plutôt vers ça qu'on tend que vers le monde que j'imagine dans ma BD, je pense qu'on sous-estime vraiment l'horreur que ça serait de vivre dans un monde où tout est façonné par les intentions humaines. Il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'ailleurs. Le problème avec les utilitaristes, c'est qu'ils ont un rapport au répertoire de valeurs extrêmement restreint et qu'ils ne voient pas que, par exemple, par rapport à la nature, il n'y a pas que la valeur d'utilité, mais il y a aussi la valeur de beauté, la valeur de plaisir, la valeur d'authenticité. Donc il y a toute une gamme de valeurs qui sont éprouvées dans le contact avec la nature, qui vont bien au-delà de la valeur d'utilité. Mais même simplement le fait d'attribuer des fonctions. Pour un enfant, on ne se demande pas s'il est malade pour le soigner, est-ce qu'il sert à quelque chose, notamment s'il a une valeur économique. Heureusement, ça serait une hécatombe chez les enfants, ça va de soi, quoi. Et je pense qu'il faut tendre vers ça, que la question de la valeur de la nature ne se pose plus, il n'y a pas besoin de la justifier. À chaque fois, c'est une valeur intrinsèque, c'est un axiome. On va s'intéresser maintenant à l'authenticité du paysage. Merci Alessandro Pignocchi. Nathalie Hennig, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour fêter un anniversaire que personne n'a pensé à fêter, sauf vous et moi. mais Alessandro, d'abord un extrait d'une émission, je suis sûr que vous avez dû la voir, parce que c'est l'émission qui a fait la promotion de l'animisme dans notre pays. Des millions d'enfants ont été touchés. C'était en les années 80.
80, vous devez être dans la cible, c'était Les Chats, l'émission de Roland Topor qui imaginait que tous les objets avaient, eux aussi, étaient des partenaires sociaux, que tous avaient comme ça une existence et une âme. On regarde un extrait de Téléchat, ça va vous rajeunir. Ouais, ça me laissait très perplexe à l'époque, mais ça m'a marqué, je m'en rappelle, effectivement. Mais je comprenais pas grand-chose. Salut, je me trouve à Napa Valley, la plus grande... Nos paysages sont-ils authentiques? Y en a-t-il seulement qui le soient? On va voir ça avec François Le Tourneux. Vous êtes agronome et forestier. Vous avez participé il y a 25 ans à la mise en place de l'Observatoire photographique national du paysage et vous avez longtemps dirigé le Conservatoire du littoral. Aujourd'hui, vous publiez un livre tout à fait passionnant, un livre illustré, Le mouvement des lieux. C'est justement sur la transformation des paysages. Est-ce qu'on les voit se transformer, nos paysages? Pas plus que vous ne voyez grandir vos enfants et que nous ne voyons vieillir nos parents ou que nous voyons vieillir nous-mêmes. Ça se passe insidieusement, ça se passe derrière notre dos. Et il faut que nous ayons des moments d'instantané successifs pour prendre conscience du changement. C'est tout ce qui fait l'intérêt de votre livre. Vous êtes allé rechercher les photos, justement. On est allé rechercher les photos. Les paysages, on en fabrique très peu, consciemment. Ils se fabriquent en partant de la géologie, en partant de la géographie et avec l'empreinte de notre relation au paysage et de notre relation au terrain. Les champs plantés, les forêts, les routes, ce sont notre contribution à la fabrication du paysage, mais nous n'en sommes guère conscients. Et d'où la difficulté de retrouver l'authenticité d'un paysage, si tant est qu'il a existé à un moment ou à un autre. Ça nous tranquillise de penser qu'il y a des paysages authentiques. Mais tous les paysages sont authentiques, comme tous les Français sont français. Tout est authentique aujourd'hui. Voilà, à leur manière et au moment que nous vivons. Regardons alors un des paysages les plus célèbres de France, la montagne Sainte-Victoire. Elle a été immortalisée par Cézanne, qui l'a peint pendant 20 ans, entre 1885 et 1905. Vous avez retrouvé des photos de la montagne Sainte-Victoire en 1900, celle de l'incendie de 89, puis en 2005 et puis en 2011. Alors à quel moment est-ce que la montagne Sainte-Victoire se ressemble vraiment? Alors vous avez raison, c'est Cézanne qui nous a donné une version qui est son authentique montagne Sainte-Victoire. Alors elle était blanche parce qu'il y avait des milliers de moutons qui la bouffaient jusqu'à l'os. Et progressivement, les moutons ont disparu parce que l'élevage s'est restreint en Provence comme ailleurs. Et puis la forêt est venue, en partie volontairement, en partie spontanément. Et la montagne Sainte-Victoire qui était blanche est devenue verte. Et tout le monde s'y est habitué. Et on a considéré que c'était agréable pour les randonneurs d'être à l'ombre des arbres plutôt que d'être sur le caillou brûlant. Et on a considéré que c'était ça, l'authenticité du paysage. La montagne de Cézanne avait tout simplement disparu. Et il a fallu l'incendie pour qu'on retrouve une montagne calcinée, blanche, et qu'on se dise, mais qu'au fond, ce qu'on avait protégé, en évitant l'incendie, c'était une modification de l'authenticité. Et au fond, une catastrophe peut rendre à un paysage ses caractères précédents. Oui, il faut un événement. Louis XIV avait dessiné la bande blanche de son château au-dessus des bosquets. Les bosquets ont poussé et pendant des années, nous avons vu une petite fenêtre de château entre les arbres. Il a fallu la tempête, là encore, pour faire tomber les arbres et pour qu'en les replantant, on retrouve le paysage que Louis XIV avait voulu. Mais y a-t-il un paysage plus beau qu'un autre? Non. Plus authentique qu'un autre? Non. Ce sont des moments du paysage et on fait des choix. Pardon? C'est la même chose pour les bâtiments. Regardez, cette bergerie dont vous montrez la photo dans votre livre, cette bergerie est-elle authentique? Non, puisque c'est moi qui en ai fait avec ma famille et mes amis, le crépi et la toiture. C'est votre bergerie. Donc, mais je l'ai faite comme on la faisait avant. C'est comme elle est à 1h30 à pied du parking, j'ai mis très peu de chaux. Mais je l'ai quand même rendue étanche pour que la neige n'entre pas. Elle est très haute. Et par conséquent, je me suis conformé à une notion, à un authentique qui est celui de la nécessité. Mais si j'avais pu utiliser beaucoup de ciment et beaucoup de ferraillage, peut-être l'aurais-je fait autrement. Mais quand on regarde cette maison de Blois, par exemple, photographiée en 1900 et en 2000, on se dit laquelle est authentique. Dans l'idée qu'on se fait de l'authenticité, c'est celle qui est avec les colombages, oui. C'est celle-là l'authentique. Or, oui. C'est celle que l'on voit aujourd'hui à Blois. Oui, mais les colombages ils correspondent au fait qu'on sait maintenant protéger le bois, qu'on a utilisé dans une période intermédiaire des très mauvaises manières de le couvrir qui l'ont fait pourrir et qu'on a décidé d'aérer le squelette. C'est un choix intéressant,
contestable. Pourquoi ça, pourquoi pas ça? En 1900, c'était pas ça. Ah non, en 1900, on le voit très bien, l'essentiel des colombages, ils étaient sous un crépi. Alors comme c'était un crépi à la chaux, il était perméable, ou ils étaient protégés par des tavaillons en bois. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour de l'authentique et les restaurations d'un certain nombre de maisons de ce genre se font maintenant avec une couverture en tavaillon, comme sans doute elles l'ont été à une certaine époque. Mais on se fait une idée de l'authentique. Alors c'est amusant également de regarder deux maisons savoyardes. Les deux photos ont été prises en 2016. La première, on se dit, bah non, ça c'est pas la maison savoyarde telle qu'on l'imagine. La maison savoyarde telle qu'on l'imagine, maintenant, c'est avec ces petits balcons de bois sculptés, un peu comme dans Heidi. Et pourtant, celle-là n'a pas bougé. Celle-là n'a pas bougé. L'authentique. Elle a toujours été grise et crépie parce que les granges et les étables n'étaient pas crépies. S'il y avait un peu de neige autour des vaches, c'était pas un drame. Mais les maisons étaient toutes étanches. Mais voilà qu'on sait faire de l'étanche avec de la pierre, grâce au ciment. Comme on le voit dans la photo avec les balcons de bois bien sculptés. Et du coup, maintenant, la mode, l'authentique, ce que l'architecte des bâtiments de France réclame, ce sont des maisons en pierre apparente. Avec des petits balcons de bois comme en Suisse. Avec des petits balcons de bois comme en Suisse. Et il y a un nouvel authentique. Bonneval-sur-Arc est un des plus beaux villages de France. Le site est entièrement classé, tout y est contrôlé. Et on ne construit plus que comme ça. Et donc, la maison savoyarde à l'ancienne, celle où il n'y avait pas les pierres apparentes et pas les balcons de bois sculptés, si ça se trouve, dans pas longtemps, on dira, bah non, ça, c'est pas authentique. Mais vous l'avez constaté, Frédéric, je ne porte jamais aucun jugement de valeur. Je ne sais pas ce qui est plus beau. Enfin, j'ai des idées, mais elles sont les miennes et elles me sont propres. Je ne sais pas ce qui est le plus beau, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Je constate simplement qu'on est passé d'une forme d'authenticité à une autre, insidieusement. Alors, deux photos étonnantes, en plus elles ont été prises par la même personne, c'est Raymond Depardon qui a photographié la Pointe du Raz, un des endroits les plus célèbres de France, en 1991 et en 2002. C'est exactement le même endroit, on n'arrive pas à y croire. La Pointe du Raz, c'est un archétype de ces changements du paysage. Bon, c'était un site exceptionnel. Donc, à l'époque, la mode était de faire venir les voitures sur les sites exceptionnels. Donc, on y avait aménagé un énorme parking. Et les gens ne venaient plus sur la Pointe du Raz pour voir le site, ils venaient sur la Pointe du Raz pour manger des crêpes, puisqu'il y avait des baraques à crêpes. Et du coup, on le voit sur la photo du haut, la photo la plus ancienne. Il n'y avait plus de land, il n'y avait plus de terre. Les gens se baladaient partout. Il y avait un parking pour 1000 voitures. Et lorsqu'on a décidé de remettre en état cette Pointe du Raz, on a fait venir les meilleurs écologues et les meilleurs urbanistes et les meilleurs paysagistes pour trouver une manière de respecter autrement ce beau paysage. Et effectivement, quand on a eu terminé notre travail, on était tout contents, on avait des sentiers, les gens ne se promenaient plus sur les cailloux, les voitures avaient été reportées à 2 kilomètres de la côte et on était dans le silence et les embruns et le vent. Et quand Raymond Depardon est revenu de cette deuxième mission qu'on lui avait demandé de faire, il m'a dit tu vas être surpris et pas forcément en bien. Vous m'avez fait un espace vert avec la Pointe du Raz. Ben, c'est un peu vrai. Mais y a-t-il une autre solution? Malheureusement, on ne peut pas conserver l'authenticité de l'indigène et la fréquentation touristique. Et ben, c'est une fatalité. Alors, est-ce que cet aménagement que nous avons fait il y a maintenant près de 20 ans sera encore à la mode dans 30 ans? Peut-être pas, sans doute. Trouvera-t-on que nous avons été maladroits et fera-t-on mieux? Autre exemple, 4 photos de Vérane entre 1992 et 2014. Alors là, on est en pleine campagne. Et ça illustre un phénomène que nous connaissons mal, mais que vous qui êtes forestier, vous connaissez bien. C'est ce que vous appelez la fermeture du paysage. Alors, lorsque, vers 1989, on s'est dit, mais on ne comprend rien à ce qui se passe dans les paysages. On les voit bouger, on se rend compte qu'on a beau agir, ça n'a pas beaucoup d'effet. On agit sur 2% du paysage. 98% bougent tout seul. Et on s'est dit, il y a des phénomènes qui se produisent, on ne sait pas comment ils se produisent. Et notamment, tout le monde avait très peur de la fermeture des paysages. Dans le parc du Pilat, comme dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, ça tracassait tout le monde. Et on s'est dit, comment se rendre compte si le paysage se boise ou pas? Entre ces photos, il y a 30 ans. Ben évidemment, si on regarde les photos d'une année sur l'autre, et on a les séries, on voit très peu de changements. Mais on constate qu'effectivement, l'horizon se bouche et que les villages vont être cernés par les forêts. Et comme ça se passe dans certaines régions des Vosges, les gens vont quitter les villages parce qu'ils y seront dans l'ombre, dans l'humidité, à cause des arbres, de la forêt. Et les arbres, c'est bien, c'est beau, c'est un beau paysage, et c'est pour les écologistes un beau résultat. Donc, on est devant un phénomène étrange et qui nous dépasse.
De même, quand on regarde une ville comme Colombes, entre 1910 et 2009, là aussi c'est exactement le même endroit. On voit aussi la fermeture du paysage, mais là c'est l'architecture. Colombes, au début, on voit encore le ciel, et si on est au même endroit quelques décennies plus tard, on ne va plus voir le ciel parce que ça pousse autour. Ce qui me frappe dans ces extraordinaires séries de photos de Blondel et Sully Jaume, c'est surtout la brutalité avec laquelle le paysage a changé. Pour un habitant, vous vous rendez compte, pour un habitant de Bagnolet ou de Colombes ou de Clichy, en 30 ans ou 40 ans, le paysage a tellement changé qu'il n'est plus possible de retrouver un repère de ce qu'il était 15 ans avant. Et ces photos le montrent bien. La première, elle est là à titre illustratif. Effectivement, en 1890 ou 1920, le paysage était très différent. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'en 1970, 1990 et 2002 ou 2006, on a 3 photos de paysage. On serait incapable de retrouver une trace du premier dans le dernier. Bobigny aussi, c'est intéressant. Là, c'est entre 1910 et 1999, en passant par 1970 et 1990. Même l'église a été remplacée, les arbres ont poussé, et il y a un malaise de la banlieue, peut-être qui s'explique aussi par le fait que les gens n'ont pas eu le temps de s'approprier leur paysage, qu'on le leur a changé brutalement et sans leur demander leur avis. C'est vrai que l'église, là, s'est modernisée, ça n'est plus la même église. On a rasé la précédente, on a fait une nouvelle. L'église, c'est un repère. Oui. Alors évidemment, dans votre livre, vous parlez de cette loi de l'automobile que vous lui qualifiez d'à la fois douce et d'une insidieuse violence. Oui, parce que nous sommes très focalisés sur les éoliennes qui sont en train de, paraît-il, de pourrir le paysage français. En fait, les moulins à vent, il y en avait avant sur toutes les collines et ça a dû pourrir le paysage à un moment pour nos ancêtres. Non, ça s'est fait plus lentement. Alors, puis c'était des initiatives moins collectives, donc c'était mieux admis. Mais bon, le paysage a changé quand les moulins à vent ont disparu, énormément. Et là, pendant qu'on s'occupe des lignes électriques à haute tension, dont on considère que c'est une catastrophe, la voiture envahit le paysage. Alors elle envahit le paysage en elle-même, parce que c'est des voitures, mais elle l'envahit aussi et surtout à cause de tous ces signes, tous ces feux rouges, tous ces passages zébrés, toutes ces bandes blanches, la plus petite route de campagne. Plus les parkings, plus les stations-service. Plus les panneaux indicateurs. Dans une photo comme celle-là, 70% de la surface de la photo, peut-être même 80% de la superficie de la photo est occupée par la voiture et ses symboles. Et personne ne le voit. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans un quartier sauvegardé, on va faire des histoires. Un brave homme qui a peint ses volets en violet parce que c'est pas les couleurs recommandées par la loi et le règlement. Et dans le même temps, on peut poser un panneau de sens interdit sur un monument historique. Il fait 50 cm de diamètre, une grande bande blanche au milieu, et personne ne le voit. Plus exactement, l'automobiliste ne voit que lui, il ne voit pas le monument historique, et le touriste qui vient ne le voit pas. Alors c'est tout de même étonnant. Regardons Bagnolet entre 1910 et 1990. Alors la voiture arrive en 1970, elle est là. Mais elle n'a pas encore marqué le paysage. On voit qu'après, c'est fini. Elle a quand même beaucoup rétréci les trottoirs. Elle a occupé une bonne partie de l'espace. Mais en 1990... Mais en 1990, il y a des piquets pour l'empêcher de se garer, des panneaux de signalisation pour montrer pour montrer les routes, et puis surtout cette signalisation au sol, et le goudronnage des routes. Et pourtant, dans la dernière image, il n'y a pas de voiture. Mais elle est pourtant présente. Et alors, à l'inverse, à Biarritz, vous avez trouvé un endroit où justement on croit rendre très amusant, la rue aux piétons. C'est très amusant parce que vous le voyez dans la photo ancienne, longtemps les trottoirs, les bords de route ont été communs. On les entretenait entre voisins, on y mettait son fumier quand on était en Lorraine. Bon, et on y mettait ses tonneaux quand on était tonnelier, son char quand on était agriculteur. Et puis, ils ont été collectivisés brutalement par les villes. Alors, est-ce que c'est parce que les gens s'en occupaient plus? Est-ce que c'est parce que les villes avaient un appétit de pouvoir? Mais ils sont devenus stérilisés et complètement beaux, certes souvent en marbre. Mais comme vous le voyez ici, les passants n'y sont plus chez eux. Ils n'ont pas le droit d'y lâcher leur mégot de cigarette, même si leur chien s'y oublie, et c'est pas eux qui ramassent. Enfin bon. Et même les commerçants ne peuvent plus. Ah non. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement qui pouvait nous intriguer, il est en train de se retourner. On est en train de réautoriser les gens à cultiver au pied des arbres, dans les trous des arbres, on a enlevé les grilles et on les invite à mettre des fleurs. On leur propose de tenir leur réunion de voisins sur le trottoir. Le trottoir redevient commun. Espérons que ça correspond à un changement dans notre société, un changement qui nous conduirait à vivre de plus en plus ensemble et à prendre ensemble les responsabilités de notre cadre de vie.
François Le Tourneux, il y a un film qui parle exactement de la même chose que votre livre. C'est un film qui a été tourné par Éric Rohmer en 1964, qui s'intitule L'ère industrielle, métamorphose du paysage. Vous parliez tout à l'heure des moulins à vent. Ben justement, il va nous parler des moulins à vent. Vous connaissez ce film? Vous nous en dites un mot avant qu'on le regarde? Éric Rohmer, avec son ironie et sa précision, dit la même chose. Ce qui est sacré, ce qui est beau, ce qui est intégré ou ce qui ne l'est pas. Authentique. Authentique ou pas, c'est une question d'époque. Et vous savez, la politique du paysage, pour le paysage, c'est pas la politique du paysage, c'est l'agriculture, c'est l'urbanisme, c'est les chantiers, c'est des politiques qui n'ont rien à voir avec le paysage et c'est elles qui fabriquent le paysage. Tournons le dos à la route nationale. Ce paysage n'a pas changé depuis 200 ans. C'est un paysage industriel. Le moulin est une machine aux formes strictement fonctionnelles, conçue pour utiliser au mieux la force motrice du vent. Tel devait-il apparaître aux paysans qui apportaient jadis son blé à moudre. Essayons de le regarder un instant avec les mêmes yeux et de faire abstraction de tous les prestiges poétiques dont la tradition l'a affublé. Dépouillons-le de cet aspect tantôt bucolique, tantôt fantastique, qu'il revêt dans les fables de notre enfance. Un autre paysage, une autre machine. L'espèce de fascination qu'elle exerce, la rêverie qu'elle suscite, la beauté propre qu'elle possède, sa poésie même, pourrions-nous dire, sont-elles si différentes de celles dont nous parons notre vieux moulin de toile et de planches? Monstrueuse, inhumaine et humaine en même temps, puisqu'elle est faite par l'homme et un tout petit peu à son image. Elle intéresse, inquiète et rassure tout à la fois. Elle possède un charme, une personnalité. Elle existe à la façon d'une espèce zoologique. Elle s'est intégrée au décor et la nature l'a pour ainsi dire adoptée. Si j'ai tenu à terminer cette émission avec Nathalie Hennick, c'est pour fêter un anniversaire que personne n'a pensé à fêter ou que personne n'a voulu fêter. En effet, en ce début de mois d'avril, l'art contemporain a 100 ans. Nathalie Hennick, vous êtes une grande spécialiste de l'art contemporain. En tant que sociologue, vous lui avez consacré de nombreux livres. Encore récemment, une bande dessinée, L'artiste contemporain, inspirée d'un de vos livres précédents, très célèbre, Le paradigme de l'art contemporain, livre dans lequel vous disiez que le premier à avoir fait de l'art contemporain, c'était Marcel Duchamp, il y a 100 ans. En avril, au début du mois d'avril 1917, il avait essayé d'exposer sa fameuse fontaine, enfin ce qu'on appelle une fontaine. En fait, nous, on dit l'urinoir de Duchamp. C'était à l'Armory-Show aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que Duchamp est le premier à avoir fait de l'art contemporain il y a 100 ans ? Alors, c'est ce qu'on appelle les ready-made. C'est ce que Duchamp a inventé. Donc, c'est le terme anglais puisqu'il vivait à New York et qui consiste simplement à prendre un objet du monde ordinaire et à le traiter comme une œuvre d'art. En l'occurrence, l'exposer au Salon des Indépendants, qui avait comme caractéristique de ne pas avoir de jury. Donc, tout ce qu'apportait un artiste était censé devoir être exposé. Sauf que il faisait partie du comité d'organisation. Il l'a apporté sans trop se faire voir pour qu'on ne sache pas que c'était lui. Oui, il a signé d'ailleurs Hermut. Il a signé Hermut avec une date. Il l'a vraiment traité comme un objet. Il a inversé le sens de l'urinoir pour que s'il y a du liquide qui coule, ça coule sur les pieds, donc d'où la fontaine, d'où le titre Fountain en anglais. Bon. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les organisateurs n'ont même pas imaginé que cet urinoir qu'on avait posé avec les autres objets exposés pouvait être exposé comme une œuvre d'art, comme une sculpture, par exemple. Et donc, on l'a laissé dans un coin, il a disparu, et il a physiquement disparu, c'est-à-dire que l'objet originel n'existe plus. Il a quand même été exposé dans une galerie new-yorkaise pendant une semaine. Cette photo a été prise d'ailleurs par Stiglitz. Voilà, qui était un ami de Duchamp. Et donc, Duchamp, avec la complicité de Stiglitz, a organisé tout ce qu'il faut pour faire d'un objet une œuvre d'art, c'est-à-dire
le prendre en photo pour l'immortaliser, donc le signer, le dater, et faire un article, puisque Duchamp lui-même, sous un pseudonyme, a fait un article qui commentait l'urinoir. Bon, et une exposition dans une galerie complice, qui était la petite galerie de Stieglitz. Et cet acte qui, sur le moment, contrairement à ce que disent beaucoup d'historiens d'art, n'a fait aucunement scandale, personne n'en a parlé, puisque c'est passé inaperçu. Bon. Totalement. Est devenu une icône de l'art occidental, c'est devenu un peu le symbole de l'art contemporain, parce que 40 ans plus tard, Duchamp a décidé de finaliser le processus en le faisant entrer dans le monde de l'art, dans le marché de l'art. Il a donc fait réaliser 8 répliques, au-delà de 8, c'est plus des originaux, mais en deçà de 8, c'est encore des originaux, qu'il a vendus à des galeries et à des musées, dont un exemplaire se trouve au Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, et c'est devenu donc cette extraordinaire icône sur laquelle ont été publiés mais des tonnes et des tonnes d'écrits. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de vous expliquer qu'au fond, tous les critères actuels de l'art contemporain sont déjà en germe, contenus dans cette œuvre de Marcel Duchamp datant d'il y a 100 ans. L'art contemporain étant un genre en lui-même, hein, il était en rupture avec l'art moderne. Qu'est-ce qui caractérise l'art moderne? Alors, ce qui caractérise l'art moderne, c'est... Par rapport à l'art classique. Alors, par rapport à l'art classique, c'est qu'il y a une transgression des codes de la figuration académique. C'est ça qui a fait... Oui, avant, il fallait que ce soit bien peint, que ce soit ressemblant. Voilà. Avec l'art moderne, c'est l'intériorité de l'artiste. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut transgresser les codes de la figuration académique à condition que l'œuvre soit présumée nous donner un lien avec l'intériorité de l'artiste. C'est ça qui fait un petit peu le fondement de l'art moderne. Et l'art contemporain va encore amener une autre transgression beaucoup plus radicale, qui est une transgression des frontières entre ce qui sépare un objet trivial d'une œuvre d'art. Bon, et c'est la notion même d'œuvre d'art qui va se trouver rendue problématique, interrogée par l'art contemporain. C'est une expérience des limites. Et alors, si on ne veut pas fêter le centenaire de l'art contemporain, c'est que très souvent, aujourd'hui, on nous dit, mais non, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Ce qui est une erreur absolue, puisqu'on voit bien que déjà... Ce qu'on appelle dans les livres d'histoire de l'art contemporain, on le fait remonter à peu près aux années 50. Donc déjà, ça fait presque 70 ans. Donc pour du contemporain, alors, en réalité, ça en fait 100. Voilà. Et en plus, on voit bien que dans le geste de Duchamp se retrouve tout ce qui va faire critère en matière d'appartenance au monde de l'art contemporain. C'est-à-dire que dans le mot art contemporain, il faut entendre contemporain non pas comme une catégorie chronologique, mais comme une catégorie générique, c'est-à-dire un genre de l'art au même titre que la peinture d'histoire ou le paysage pouvait être un genre de l'art classique. Alors, ce qui est très amusant, c'est quand on va regarder un certain nombre d'œuvres d'art contemporain extrêmement célèbres, et vous allez nous montrer à quel point, au fond, les critères qui en font des œuvres d'art contemporain si célèbres existaient déjà au temps de Marcel Duchamp, il y a 100 ans, au moment où il fait son premier ready-made. Alors, premier exemple, Bertrand Lavier, par exemple. Là, c'est typique, c'est vraiment l'héritier de Duchamp, et il le revendique tel quel. Il prend un objet tel quel, une voiture, c'est une vraie voiture. Hein. Le problème avec l'art contemporain, il se reproduit très mal, parce que là, on ne peut pas voir, par exemple, que ce n'est pas un petit jouet, mais que c'est une vraie voiture qui a été pour de bon accidentée. Il a récupéré cette voiture, je suppose, à la décharge, et il a décidé de l'exposer. C'est exactement le geste que les gens comprennent souvent mal, parce que dans le cadre de l'art moderne, ce qui fait œuvre, c'est l'objet produit par l'artiste. Dans le cadre de l'art contemporain, ce que j'appelle le paradigme, ce qui fait œuvre, ça n'est pas l'objet. On voit bien que l'objet, 1, n'est pas produit par l'artiste, et 2, il n'a rien qui lui fasse ressembler à une œuvre d'art. C'est le geste, et c'est ce que va produire ce geste, par exemple, l'étonnement, le fait de le reproduire, d'en parler, etc., etc. Et c'est donc pas l'objet qui fait œuvre, c'est la proposition. Voilà. Autre exemple Alors là, on ne le voit pas parce qu'il y a quelqu'un, mais il y a quelqu'un justement pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. C'est l'exposition du vide d'Yves Klein dans les années 50, tout jeune artiste, et qui a proposé à Iris Clerc, qui voulait lui faire une exposition de tableaux, comme on faisait à l'époque d'art moderne, a proposé de faire une exposition de rien, c'est-à-dire il a vidé la galerie et il a fait un grand vernissage en grande pompe pour montrer le vide. Donc là, on est vraiment dans la veine conceptuelle qu'avait ouvert Duchamp avec l'urinoir dont beaucoup de gens disent mais c'est rien ce truc. Bon, voilà. Et donc on est dans cette idée qu'on peut faire œuvre avec rien.
Et alors, Baselitz, par exemple. Alors là, c'est un cas intéressant, Baselitz, puisqu'on pourrait penser que c'est un peintre complètement figuratif, c'est-à-dire ce que tout le monde déteste, y compris Duchamp, qui disait bête comme un vrai peintre. Oui, Sauf que Baselitz, pour faire de l'art contemporain, il a eu une idée toute simple. Il a renversé les tableaux. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il peint quelque chose qui, si on le voyait à l'envers, nous ferait dire, bon, bah, c'est de la bonne peinture moderne, pas abstraite, mais bon, avec toutes les caractéristiques. Il aurait beaucoup de mal à se faire acheter par les musées. Absolument. Mais une fois renversé et en ayant fait d'une certaine façon sa marque d'artiste, devient un geste contemporain. Mais il y a aussi une dérision là-dedans. Il y a quelque chose de drôlatique, comme chez Duchamp quand Absolument. il apporte son urinoir. Ça fait partie de l'art contemporain et c'est fondamental. Cette dimension d'ironie, de jeu, de second degré, d'humour est une dimension absolument fondamentale de l'art contemporain dans lequel la valeur de beauté a complètement, quasiment disparu et qui est en grande partie remplacée par cette valeur d'humour, de jeu que l'on voit dans pratiquement toutes les propositions d'art contemporain et qui était bien sûr dans l'urinoir. Et qu'on peut retrouver chez Jeff Koons de la même manière. Évidemment. Il y a une dérision chez James Koons, y compris dans le choix de ce qu'il veut représenter. Oui, parce qu'il prend pour objet les choses les plus triviales, c'est-à-dire des choses qu'on peut acheter dans n'importe quel stand de foire et en plus qui renvoient au monde de l'enfance. Là, en l'occurrence, c'est un chien fait avec des ballons. Voilà, fait avec des ballons. Donc Balloon dog. c'est vraiment la chose la plus triviale, la plus enfantine, sauf que il le fait réaliser par son usine, parce qu'il a une véritable usine, dans des matériaux nobles et lourds. Donc cet objet-là, c'est une vraie sculpture qui pèse énormément lourd, au point que les planchers du Centre Pompidou ont dû être renforcés lorsqu'il y a eu la grande expo de Jeff Koons il y a 2 ans, tellement les œuvres sont lourdes. Donc tellement elles sont chères. Et tellement elles sont chères. Donc ce sont des œuvres extrêmement lourdes, extrêmement sophistiquées, parce que pour obtenir ce degré de trompe-l'œil, de fabriquer un faux ballon en plastique avec de l'acier, c'est quand même compliqué, et très très cher. Donc on est vraiment dans quelque chose. Et en plus, il y a beaucoup de répliques. Enfin, il y a un certain nombre de répliques, comme pour Duchamp. Tout à fait. Et là, on voit bien que dans l'art contemporain, la réplique ou l'original ont la même valeur. Pas forcément quand même, parce que l'art contemporain reste encore soumis à des critères d'authenticité, des critères de conservation, des critères de restauration, tous les critères de musée, qui font qu'il n'y a pas tout à fait la même valeur entre un original et une copie. La réplique, c'est un peu... Bon, voilà, en dessous de 8, on dit que c'est un original. La réplique, un qui a joué beaucoup avec, c'est Andy Warhol, évidemment. Là aussi, trivialité, reproduire une boîte de conserve. La chose la plus triviale du monde. Donc, lui, alors, il ne montre pas la boîte elle-même comme l'aurait fait Lavier ou comme l'aurait fait Duchamp. Il fait une peinture avec cette boîte, mais une peinture tellement standardisée, industrielle, qui peut la faire réaliser par d'autres. C'est aussi une des caractéristiques de l'art contemporain. La main de l'artiste ne joue plus. D'où le plus que la main de Duchamp n'avait joué sur l'urinoir. Donc n'importe qui peut faire cet objet à sa place. Et avec toute cette dimension de réplication à grande échelle qui fait qu'on peut faire des tas de lithos qui peuvent ensuite d'ailleurs se vendre très facilement. Et cette dimension donc de répétition qui est aussi une des caractéristiques de l'art contemporain. Comme la façon de présenter l'œuvre au public. Le cas de Sol Levitt, par exemple, qui lui fournit à la galerie qui va l'exposer un mode d'emploi de l'œuvre qu'il veut voir peinte sur les murs. C'est pas Sol Levitt qui a peint ces murs de la galerie, il les fait peindre par les employés du musée ou de la galerie à partir d'un mode d'emploi. Donc, ce qu'achète le musée qui va acheter un Sol Lewitt, c'est un mode d'emploi, c'est un bout de papier qui dira, voilà, il faut que ce soit peint de telle façon, dans telle couleur, tel numéro, sur telle largeur. Lui ne met pas la main à la pâte, si on peut dire, et cette coupure entre le corps de l'artiste et l'œuvre fait partie aussi du mode d'emploi de l'art contemporain, puisque en art moderne, au contraire, il faut sentir dans la touche, dans la trace du pinceau, la trace de l'intériorité de l'artiste, comme on le sent par exemple chez Van Gogh, qui est l'exemplaire de l'art moderne. Donc c'est un art de l'idée, l'art contemporain, c'est un art du récit aussi. Oui, puisque l'urinoir de Duchamp a donné lieu à des récits sans fin, enfin c'est ready-made en général. La légende fait partie, d'ailleurs on voit là la photo d'une célèbre performance de Joseph Beuys, qui racontait l'histoire de l'art à un lièvre mort, avec le visage enduit de peinture dorée. Ça aussi c'est un très grand événement dans
le récit Alors, d'art contemporain. il a dû se produire devant quelques personnes. Il n'en reste, je crois, qu'une photo, mais le récit légendaire circule dans toutes les histoires de l'art contemporain. Et alors, Joseph Kossuth, par exemple, avec ses Alors là, 3 chaises. c'est le concept, hein, on voit bien l'art de l'idée, donc 3 chaises, une sous forme d'objet réel, une sous forme de photographie et une sous forme de définition du dictionnaire. Et donc là, on est vraiment dans une sorte de proposition quasi sémiotique, hein, les trois dimensions d'une chose, et on est vraiment dans le concept au plus magnifique. Enfin, Et on voit bien que l'esthétique, là aussi, ne compte plus. Ça n'est pas un critère. Exactement. Alors, ce n'est pas une valeur, en tout cas. La beauté n'est pas une valeur en art contemporain. C'est vrai que de dire ça n'est pas beau, ça n'a pas de sens. C'est même une anti-valeur. J'ai assisté à une commission d'achat dans un FRAC où, devant une œuvre qui était proposée à l'achat, quelqu'un a dit « Ah, c'est joli, on ne le prend pas ». Vous voyez, donc ça devient une anti-valeur. Ce sont d'autres valeurs qui jouent en art contemporain. Donc, je l'ai dit, la valeur de ludisme, hein, de jeu, d'humour, de second degré, mais aussi la valeur de signification, de sens. Hein. C'est très important. Vous avez tous les discours qui accompagnent une œuvre d'art contemporain sont toujours des interprétations. Hein. Donc ça, c'est très, très important. Alors qu'on n'a pas besoin d'un discours à côté d'un Picasso ou à côté d'un Chardin. Beaucoup moins, beaucoup moins. En tout cas, on peut en avoir une appréciation sensitive sans passer par Et Picasso pouvait faire de la peinture comme on en avait fait quelques siècles avant lui et se mesurer au maître qui l'avait précédé. En revanche, dans l'art contemporain, il faut être le premier à faire ce que l'on fait. Oui, il y a cette dimension. C'est le cas de Daniel Buren, par exemple. Voilà, cette dimension de singularité, d'originalité qui est fondamentale, qui n'était pas du tout le cas en art classique, hein, qui a commencé à l'être un petit peu en art moderne et qui est devenue la valeur centrale en art contemporain. Donc là, on voit les fameuses colonnes de Buren au Palais Royal. Et là, on voit bien comment cette proposition illustre le fait que dans une œuvre d'art contemporain, ce qui fait œuvre n'est pas l'objet, ce ne sont pas les rayures, mais c'est la reconfiguration de l'espace permise par ces rayures. Et du même coup, les gens qui sont dans le paradigme moderne ou dans le paradigme classique ne comprennent tout simplement pas ce qu'il y a à voir parce qu'ils croient que ce qui fait œuvre, c'est les rayures. Et ils disent, mais n'importe qui peut en faire autant. D'ailleurs, les rayures sont sur les stores du ministère de la Culture. Qui est aussi un clin d'œil, évidemment. Il y a cette dimension ludique de second degré qui n'était pas du tout absente chez Buren. Et alors, Carl André, oui. C'est un peu la même chose. Oui, oui, c'est toujours cette idée que ce qui fait œuvre, ça ne sont pas les plaques d'acier que Carl André a fait découper. C'est probablement même pas lui qui les a découpées. Enfin, j'en sais rien. Elles vont pouvoir être remontées. Sans qu'il soit là. Voilà, sans qu'il soit là, absolument. Même éventuellement avec d'autres plaques, pourquoi pas. Ce qui fait œuvre, c'est la façon dont ces plaques vont reconfigurer l'espace et vont produire une sensation, mais qui, encore une fois, ne relève pas de quelque chose que l'artiste voudrait exprimer par cette proposition. Alors, on ne sait pas exactement si Marcel Duchamp, avec son urinoir, était très sérieux ou s'il avait l'impression de faire un canular. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ça a eu un succès extraordinaire et qu'aujourd'hui, de cet urinoir découle tout l'art conceptuel, le nouveau réalisme, le pop art, les installations, à peu près tout ce qu'il y a dans les musées d'art moderne, qui sont en fait des musées d'art contemporain aujourd'hui. Mais alors, quelle explication trouvez-vous, Nathalie Hennig, au fait que personne ne veut fêter le centenaire de l'art contemporain? On veut bien dire le centenaire du ready-made, alors qu'il y avait eu des ready-made avant. Duchamp en avait fait dès 1912, mais il n'était pas sorti de son atelier. Avec Andy Sed, pour la première fois, il y en a un qui sort dans son atelier, qui entre dans l'espace public. Pourquoi ne fête-t-on pas le centenaire de l'art contemporain? Pourquoi n'y a-t-il que nous deux? Oui, vous avez une excellente idée de fêter ce centenaire. Et je crois que si ça ne vient pas à l'esprit, c'est que les gens ont beaucoup de mal à accepter l'idée que le mot contemporain dans art contemporain, encore une fois, ne renvoie pas à une catégorie chronologique, mais à un genre. Et ils ont d'autant plus de mal à l'accepter que lorsqu'ils font eux-mêmes partie du monde de l'art contemporain, l'idée que l'art contemporain serait simplement un genre avec ses critères propres, mais qu'on pourrait au même moment accepter de mettre en valeur d'autres genres, par exemple l'art moderne, la peinture, avec ses critères propres, est une idée problématique parce que
une bonne partie de l'action institutionnelle en matière d'art contemporain a été fondée sur l'idée qu'on allait aider l'avant-garde. Bon. Et du même coup, cette dimension chronologique est une sorte de colonne vertébrale. Au fond, on dit que l'art contemporain, parce que comme ça, c'est l'art d'aujourd'hui, donc c'est forcément plus moderne que l'art moderne. Et de ce fait, on peut, dans les musées, privilégier l'art contemporain au titre du fait que c'est l'art d'aujourd'hui, alors que si c'était juste un genre, ce serait du favoritisme. Ou en tout cas, il faudrait le justifier avec d'autres arguments que simplement l'argument chronologique. Et c'est cette justification qui manque, à mon avis, non pas qu'elle n'existe pas, mais je pense que les spécialistes d'art contemporain ne font pas toujours l'effort d'amener les justifications, notamment en termes de valeur, qui permettraient de mieux comprendre ce qu'est l'art contemporain. Merci Nathalie Hennig d'avoir terminé cette émission avec moi pour fêter le centenaire de l'art contemporain en ce mois d'avril 2017. Nous, on se retrouve le 10 mai pour un nouveau numéro d'Hier, Aujourd'hui, Demain. Je vous souhaite une très bonne nuit sur France 2.